Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Le jour où nous avons enterré François a été le jour d'octobre le plus froid dont je puisse me souvenir en 30 ans. Non pas à cause du temps, il faisait en réalité anormalement doux, mais parce qu'après 40 ans de mariage, je me tenais seule à côté d'un cercueil en acajou, avec l'impression que la moitié de mon cœur avait été enterrée avec lui. « Maman, tu dois manger quelque chose », murmura Michel, sa main posée sur mon épaule alors que les derniers invités des funérailles quittaient notre modeste maison. Son geste était doux, mais je pouvais sentir la tension dans ses doigts. Il m'avait entourée comme cela depuis que le médecin avait appelé avec les résultats des examens de François 3 mois plus tôt. « Je vais bien, mon chéri », répondis-je automatiquement, les mots sonnant creux même à mes propres oreilles. Je n'allais pas bien. À 63 ans, je n'avais jamais imaginé être seule. François et moi avions prévu de vieillir ensemble, de voir nos petits-enfants obtenir leur diplôme universitaire, de célébrer notre 50e anniversaire de mariage. « Suzanne, Michel a raison », intervint Jessica, sa voix portant cette douceur mielleuse qu'elle réservait au moment où elle voulait quelque chose. Ma belle-fille se tenait dans l'encadrement de la porte de ma cuisine, impeccable dans sa robe noire de créateur, pas une mèche de cheveux déplacée malgré cette journée émotionnelle. « Tu devrais vraiment manger. Je t'ai préparé une assiette. » J'acquiesçai, acceptant la nourriture pour laquelle je n'avais aucun appétit. Je trouvais étrange à quel point Jessica avait été attentionnée ces derniers jours. En 7 ans de mariage avec Michel, elle avait toujours maintenu une relation polie mais distante avec François et moi. Maintenant, soudainement, elle organisait la réception funéraire, répondait à mon téléphone et gérait le flot constant de plats apportés par des voisins bien intentionnés. « As-tu réfléchi à ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Jessica en s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine. « Cette maison doit te sembler si vide. » Je regardais autour de moi dans la salle à manger où François et moi avions partagé notre petit déjeuner chaque matin pendant 35 ans. Les murs avaient besoin d'être repeints. La moquette était usée par endroits, mais c'était notre maison. Notre foyer. Je n'ai pas pensé aussi loin, admis-je. Eh bien, il n'y a pas d'urgence, dit Michel. Mais Jessica lui lança un regard que je ne pus tout à fait déchiffrer. Bien sûr qu'il n'y a pas d'urgence, acquiesça-t-elle en prenant ma main. Mais tu sais, parfois un nouveau départ peut être guérisseur. Un nouvel environnement, de nouvelles possibilités. J'acquiesçai distraitement, mon esprit dérivant vers l'enveloppe que j'avais reçue hier de la compagnie d'assurance vie de François. La police était substantielle, bien plus que ce à quoi je m'attendais. François avait toujours géré nos finances, et je découvrais seulement maintenant la planification minutieuse qu'il avait mise en place pour s'assurer que je serais prise en charge. La compagnie d'assurance a appelé hier, dis-je, sans trop savoir pourquoi je partageais cette information. La police de François a été versée. Le subtil changement dans la posture de Jessica était presque imperceptible, mais je le remarquai. Un redressement de sa colonne vertébrale, une nouvelle vigilance dans ses yeux. « C'est merveilleux, maman, » dit Michel, un soulagement sincère dans sa voix. « Cela devrait t'aider avec, eh bien, tout. »« De combien était la police ?» demanda Jessica, puis elle ajouta rapidement. « Je veux dire, ce ne sont pas mes affaires, mais juste pour qu'on sache que tu es bien protégée. »« Suffisamment, » dis-je simplement, me sentant soudain protectrice de ce dernier cadeau de François. Plus tard ce soir-là, après que Michel et Jessica furent rentrés chez eux, je m'assis seule dans le fauteuil inclinable de François, serrant son vieux cardigan autour de mes épaules. La maison craquait et se tassait autour de moi. Des sons familiers qui maintenant ne faisaient qu'accentuer son absence. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant, François ?» murmurai-je à la pièce vide. 40 ans à être l'épouse de quelqu'un, la partenaire de quelqu'un, et maintenant j'étais juste Suzanne. Juste Suzanne Mercier, veuve, 63 ans, avec un avenir incertain s'étirant devant moi. J'ai dû m'endormir dans son fauteuil parce que je me réveillais en sursaut à 3 heures du matin, le cou raide et les yeux gonflés d'avoir pleuré. Alors que je montais vers notre chambre, ma chambre maintenant, je passai devant le petit bureau où François gardait nos documents financiers. Par impulsion, je m'assis et ouvris le tiroir du haut. François avait toujours été méthodique, et son système de classement était impeccable. Police d'assurance, relevé bancaire, compte de retraite, tout était soigneusement étiqueté et organisé. Je commençai à les lire, voulant comprendre notre situation financière, ma situation financière. À l'aube, j'avais étalé les papiers sur la table de la salle à manger et fait plusieurs découvertes. Premièrement, François avait été bien plus avisé financièrement que je ne lui en avais donné crédit. Notre mode de vie modeste avait masqué des investissements prudents et des économies judicieuses. Deuxièmement, entre son assurance vie, nos comptes de retraite et certains investissements dont j'ignorais l'existence, je valais maintenant plus d'1 million d'euros. Cette réalisation n'apporta pas de joie,
seulement une douleur profonde que François ne serait pas là pour profiter des fruits de sa planification. Mais alors que le soleil du matin entrait par la fenêtre de la cuisine, réchauffant les papiers éparpillés, je sentis quelque chose d'autre émerger à travers le chagrin, un sentiment de possibilité. François m'avait donné non seulement une sécurité financière, mais une liberté. La liberté de choisir ce qui viendrait ensuite. J'étais encore assise là quand mon téléphone sonna. C'était Michel. « Maman, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Jessica et moi pensions passer plus tard pour t'aider à trier quelques affaires. Ce serait gentil, dis-je en rassemblant les documents financiers en une pile ordonnée. Quelque chose me dit de garder ce que j'avais découvert pour moi, au moins pour l'instant. Peut-être vers midi. Après avoir raccroché, je préparais du café frais et regardais les oiseaux à la mangeoire que François avait installée devant la fenêtre de la cuisine. Un rouge-gorge, l'oiseau préféré de François, se posa sur le perchoir. Son plumage coloré était une tache de couleur contre le paysage automnal. « Je vais m'en sortir », dis-je à l'oiseau, et pour la première fois depuis les funérailles, je le croyais presque. Michel et Jessica commencèrent à me rendre visite presque quotidiennement après les funérailles. Au début, leur attention me sembla être une bouée de sauvetage, une connexion avec le monde au-delà de mon chagrin. Mais au fil des semaines, je remarquai un schéma qui se formait. Leurs visites coïncidaient souvent avec l'arrivée de mon courrier. Jessica le récupérait nonchalamment dans la boîte aux lettres, le triant sur ma table de cuisine pendant que Michel me tenait compagnie. La facture d'électricité est due la semaine prochaine, annonçait-elle en mettant de côté certaines enveloppes. Et voici quelque chose de la banque. Veux-tu que je l'ouvre pour toi, Suzanne? Au début, j'appréciais l'aide. Les tâches administratives de la vie me semblaient accablantes dans mon chagrin. Mais un après-midi, alors que je revenais des toilettes, je m'arrêtai dans le couloir en entendant la voix de Jessica venant de la cuisine. « C'est un autre relevé bancaire », disait-elle doucement à Michel. « Le solde est plus élevé que le mois dernier. L'argent de l'assurance a dû être déposé. » Je restai parfaitement immobile, mon cœur battant soudain la chamade. Pourquoi Jessica s'intéressait-elle tant à mon solde bancaire? « Maman n'a pas besoin de s'inquiéter des finances en ce moment, » répondit Michel. « Assurons-nous simplement que ces factures sont payées. » Je reculai de quelques pas, puis fis du bruit en approchant. Quand j'entrai dans la cuisine, Jessica versait calmement du thé, le relevé bancaire nulle part en vue. « Je disais justement à Michel que tu devrais envisager d'investir une partie de ton argent, » dit Jessica d'un ton désinvolte. « Le laisser simplement dormir sur un compte courant n'est pas très stratégique. » J'acquiesçai en acceptant le thé. François a toujours géré nos investissements. L'immobilier est toujours une option solide, continua Jessica. Quelque chose de stable, quelque chose qui te donne une sécurité pour l'avenir. Ce soir-là, après leur départ, je cherchai mon relevé bancaire mais ne pus le trouver. Le lendemain matin, j'appelai la banque et demandai que les futurs relevés soient envoyés électroniquement à une adresse e-mail que j'avais créée spécifiquement pour les questions financières. La semaine suivante, Jessica arriva avec la carte de visite d'une agente immobilière. Diane est une vieille amie de l'université, expliqua-t-elle. Elle se spécialise dans l'aide aux personnes qui veulent réduire leur espace. Cette maison doit être trop grande pour que tu la gères seule. Je me débrouille très bien, dis-je plus sèchement que prévu. Bien sûr que oui, se reprit Jessica avec fluidité. Mais ne serait-ce pas agréable d'avoir quelque chose de plus neuf, avec moins d'entretien, peut-être plus près de nous? Michel acquiesça avec enthousiasme. On veut juste que tu sois heureuse, maman, que tu prennes un nouveau départ. Leur préoccupation semblait sincère, mais quelque chose clochait. Ce soir-là, alors que je rangeais les courses, j'entendis Jessica au téléphone dans mon salon. « Oncle Robert, je te dis que c'est l'opportunité parfaite, » disait-elle à voix basse. Elle est complètement perdue sans François. Elle fera tout ce que Michel suggère. Oui, je comprends comment fonctionne la planification successorale. Non, elle n'a aucune idée des finances. On y travaille. La maison est la première étape. Je me figeai. Une boîte de conserve à mi-chemin de l'étagère. Planification successorale, ma maison. De quoi exactement Jessica discutait-elle avec cet oncle Robert? La conversation s'interrompit brusquement quand elle réalisa que j'étais à portée d'oreille. Elle m'adressa un sourire éclatant quand j'entrai dans le salon. Je rattrapais juste des nouvelles de la famille, expliqua-t-elle en glissant son téléphone dans sa poche. Oncle Robert prend toujours des nouvelles après un décès. Il est attentionné comme ça. J'acquiesçai en gardant un visage neutre tandis que mon esprit s'emballait. Ce soir-là, je cherchai en ligne Robert Dumont planification successorale et découvris qu'il était un conseiller financier spécialisé dans le transfert de patrimoine et les stratégies fiscales sur l'héritage en Normandie. La famille de Jessica était de Normandie. Le lendemain,
je me rendis à ma banque en personne et demandai à parler avec une conseillère financière. Patricia Renaud était une femme à peu près de mon âge, avec une attitude pragmatique et des lunettes de lecture perchées sur son nez. « J'ai récemment perdu mon mari, expliquai-je. Et j'essaie de comprendre ma situation financière. Je suis désolée pour votre perte, dit Patricia. Sa sympathie était sincère mais pas excessive. Examinons votre situation. Pendant l'heure qui suivit, Patricia m'aida à comprendre ma position financière. Elle confirma ce que j'avais déjà découvert grâce à la planification minutieuse de François. J'étais dans une excellente position. Je n'avais pas d'hypothèque, des économies substantielles et un revenu régulier provenant de la pension de François et de la sécurité sociale. Vous êtes en meilleure forme que beaucoup de mes clients, observa Patricia. Quels sont vos objectifs maintenant? J'hésitai, puis décidai d'être honnête. Je ne suis pas sûre. Mon fils et ma belle-fille semblent impatients que je vende ma maison et déménage, peut-être investir dans quelque chose de nouveau, mais je ne suis pas convaincue que ce soit ce que je veux. Les yeux de Patricia se plissèrent légèrement. Madame Mercier, bien que je ne puisse pas vous donner de conseils personnels, je dirai ceci. Ne prenez pas de décisions financières majeures pendant que vous êtes encore en deuil. Et si des membres de la famille vous mettent la pression, considérez cela comme un signal d'alarme. Alors que je partais, Patricia me tendit sa carte de visite. Appelez-moi directement si vous avez des questions. Et envisagez de créer une fiducie pour vos actifs. Cela vous donne plus de contrôle. Ce soir-là, alors que je triais de vieilles photographies de François, je trouvai une photo de nous debout fièrement devant notre première maison, une petite maison de débutants pour laquelle nous avions économisé sou après sou. Le souvenir de cette lutte, de construire quelque chose ensemble à partir de rien, cristallisa quelque chose dans mon esprit. Je ne voulais pas quitter notre maison. Du moins pas encore, et je ne voulais certainement pas que Jessica prenne cette décision pour moi. La fois suivante où Michel et Jessica vinrent me rendre visite, j'étais préparée. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, leur dis-je en servant le café dans les tasses préférées de François. À propos de la maison. Jessica s'anima immédiatement. As-tu pensé à appeler Diane? En fait, j'ai décidé de ne pas vendre pour l'instant, dis-je fermement. Cette maison contient trop de souvenirs de ton père, Michel. Je ne suis pas prête à laisser partir ça. Michel acquiesça avec compréhension, mais le sourire de Jessica vacilla. Mais Suzanne, les souvenirs peuvent être si douloureux après une perte. Un nouvel environnement t'aiderait à guérir. Peut-être un jour, concédai-je. Mais pas maintenant. Jessica ouvrit la bouche pour argumenter davantage, mais Michel posa une main sur son bras. Maman sait ce qui est le mieux pour elle, Jess. On doit respecter ça. Le regard que Jessica lui lança aurait pu faire cailler le lait. Plus tard, alors qu'il partait, Jessica resta en arrière pendant que Michel allait démarrer la voiture. Suzanne, je comprends que tu sois attachée à cette maison, dit-elle, sa voix douce d'inquiétude. Mais Michel et moi avons aussi discuté de notre avenir. Nous pensons à fonder une famille bientôt, et nous espérions trouver une maison plus grande. Ton soutien ferait une telle différence. La manipulation émotionnelle était si transparente que je faillis en rire. Au lieu de cela, je lui tapotai la main. Quand vous serez prêt à fonder une famille, nous parlerons de comment je peux aider. Mais vendre ma maison ne fera pas partie de cette conversation. L'expression de Jessica se durcit juste un instant avant qu'elle ne se reprenne. Bien sûr. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Alors que je les regardais s'éloigner en voiture, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de résolution. Ma relation avec mon fils et sa femme changeait, et pas nécessairement pour le mieux. Mais pour la première fois depuis la mort de François, je ressentis quelque chose d'autre que le chagrin. Je ressentis une détermination à protéger ce que François et moi avions construit ensemble et à découvrir ce que je pourrais construire seul. 2 semaines plus tard, je rentrais du supermarché quand je pris un mauvais tournant dans un quartier que je visitais rarement. La rue des Ormes était bordée de chênes matures, leurs feuilles formant une tapisserie de rouge et d'or dans le soleil de fin d'automne. Les maisons étaient anciennes, des demeures majestueuses avec du caractère et de l'histoire, une architecture bourgeoise, des vérandas enveloppantes et des jardins méticuleusement entretenus. Je ralentis la voiture en passant devant une maison particulièrement belle avec un panneau à vendre dans le jardin de devant. C'était une demeure de caractère à 3 étages avec des ornements en fer forgé, une véranda enveloppante et une tourelle d'angle. Quelque chose en elle m'appelait, et par impulsion, je m'arrêtai et notai le numéro de l'agent immobilier. Ce soir-là, j'appelai et pris rendez-vous pour une visite le lendemain. Je me dis que j'étais juste curieuse, qu'il n'y avait pas de mal à regarder. Mais quand je franchis la porte d'entrée avec l'agente immobilière, Linda Morel, quelque chose changea en moi. Cette maison a été construite en 1898,
expliqua Linda alors que nous nous tenions dans le grand vestibule avec ses parquets d'origine et son escalier orné. Elle a 6 chambres, 3 salles de bain et demie, et plus de 350 mètres carrés de surface habitable. Je la suivis de pièce en pièce, enchantée par les hauts plafonds, les moulures de couronnement, les bibliothèques encastrées et les banquettes de fenêtres. La cuisine avait été modernisée, mais avec réflexion, préservant le caractère de la maison tout en ajoutant des commodités contemporaines. Le jardin fait presque 2000 mètres carrés, continua Linda en me conduisant à travers des portes-fenêtres vers une terrasse en pierre. Il y a beaucoup d'espace pour le jardinage, les réceptions, ou simplement profiter de l'intimité. Je me tins sur la terrasse, imaginant des barbecues d'été avec Michel et les petits-enfants que j'espérais voir un jour. Je pouvais voir le rocking chair de François sur la véranda, bien que François ne s'y assiérait jamais. Je pouvais imaginer des matins de Noël dans le grand salon, des dîners de fête dans la spacieuse salle à manger. « C'est magnifique, dis-je doucement. Quel est le prix demandé ? » Quand Linda me le dit, j'essayai de ne pas tressaillir. C'était substantiel, presque tout l'argent de l'assurance vie de François, mais pas impossible. Les propriétaires actuels déménagent à l'étranger, ajouta Linda. Ils sont motivés pour vendre rapidement et envisageraient une offre en cash. J'y réfléchirai, promis-je, et c'est ce que je fis toute la nuit. Le lendemain matin, j'appelai Patricia Renaud à la banque. J'ai besoin de conseils sur un investissement potentiel, expliquai-je, puis je décrivis la maison de caractère. C'est un achat important, dit Patricia avec prudence. Pensez-vous y vivre vous-même, ou est-ce un investissement locatif ? J'hésitai. Je ne suis pas tout à fait sûre encore, mais quelque chose dans cette maison me parle. Patricia suggéra que j'envisage de créer une fiducie pour l'achat. Cela offre une protection juridique et de la confidentialité, expliqua-t-elle. Si vous décidez d'aller de l'avant, je peux vous recommander une bonne avocate pour vous aider dans le processus. Cet après-midi-là, je me rendis au cabinet d'Éléonore Martin. Éléonore était une femme petite d'une 50aine d'années avec un air de compétence absolue. Après avoir écouté ma situation, elle acquiesça pensivement. Une fiducie est définitivement la bonne approche, convint-elle. Cela maintient la propriété séparée de vos actifs personnels et offre plusieurs avantages pour la planification successorale. Et la confidentialité, demandai-je, pensant à l'intérêt inhabituel de Jessica pour mes finances. Les yeux d'Éléonore s'aiguisèrent. Oui, une confidentialité considérable. La fiducie serait le propriétaire légal, pas vous personnellement. Votre nom n'apparaîtrait pas dans les registres publics associés à la propriété. Quelque chose dans la manière directe d'Éléonore me fit lui faire confiance. Je me retrouvai à expliquer à propos de Michel et Jessica, leur intérêt soudain pour mes finances et la conversation téléphonique surprise à propos de planification successorale. L'expression d'Éléonore devint sérieuse. Madame Mercier, ce que vous décrivez pourrait être le début d'un abus financier envers une personne âgée. C'est plus courant qu'on ne le pense, surtout au sein des familles. Jessica ne ferait pas, commençai-je automatiquement, puis je m'arrêtai. Le ferait-elle ? Les conversations avec son oncle, son intérêt vif pour mes relevés bancaires, son insistance pour que je vende ma maison. Soudain, tout cela semblait différent sous ce nouvel éclairage. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, clarifia Éléonore. Mais j'ai vu assez de cas pour reconnaître les signes avant-coureurs. Créer une fiducie est une bonne première étape pour vous protéger. À la fin de la semaine, j'avais établi la fiducie familiale Mercier avec l'aide d'Éléonore, contacté Linda Morel et fait une offre en cash sur la maison de caractère. À ma surprise, l'offre fut acceptée immédiatement. Linda me mit en contact avec Sarah Leblanc de la société de gestion immobilière Premier Propriété, qui s'occuperait des aspects pratiques de la propriété pendant que les rénovations seraient effectuées. Puisque vous n'emménagez pas immédiatement, nous superviserons les entrepreneurs et nous assurerons que tout est sécurisé, expliqua Sarah lors de notre première rencontre. Nous pouvons également gérer la mise en place des services publics, l'aménagement paysager et tout autre besoin d'entretien. Sarah était une femme vive et efficace dans la quarantaine qui connaissait clairement son métier. La propriété sera inscrite au nom de la fiducie, expliquai-je. Je préférerais garder mon implication personnelle confidentielle pour l'instant. Sarah acquiesça sans demander d'explication. Nous sommes très discrets avec tous nos clients, Madame Mercier. Votre confidentialité est garantie. Alors que je signais le contrat de gestion immobilière, un étrange sentiment d'excitation bouillonna en moi. Pour la première fois depuis la mort de François, je prenais une décision majeure entièrement par moi-même. La maison aurait besoin de rénovation, mise à jour du système électrique, ponçage des parquets, modernisation des salles de bain restantes. Mais je pouvais la visualiser terminée. Pas seulement comme un investissement, mais comme un cadeau. Parce que quelque part pendant ce processus,
une idée avait pris racine. Et si je rénovais cette belle maison non pas pour moi, mais pour Michel et Jessica? Malgré leurs méthodes parfois discutables, je savais qu'ils voulaient une maison plus grande pour fonder une famille. Cette demeure de caractère avait beaucoup d'espace pour des enfants, pour recevoir, même pour les parents de Jessica s'ils avaient besoin de visiter. Ce serait la surprise parfaite, une maison qu'ils adoreraient, entièrement payée sans hypothèque à se soucier. Cela leur donnerait de la sécurité et un nouveau départ. Et cela me donnerait la satisfaction de subvenir aux besoins de ma famille de manière significative. Je gardais l'achat complètement secret. Quand Michel appelait pour prendre des nouvelles, je mentionnais vaguement que j'examinais quelques investissements, mais rien de spécifique. Quand Jessica s'enquérait de mes finances, je détournais avec des généralités. Au cours des 6 semaines suivantes, je me plongeais dans le processus de rénovation. Je visitais la maison presque tous les jours, consultant les entrepreneurs, sélectionnant les matériaux et supervisant la transformation. Je choisis des couleurs neutres et modernes pour les murs, améliorer les appareils de cuisine aux meilleurs modèles et ajouter des touches subtiles. Je savais que Jessica apprécierait une baignoire balnéo dans la salle de bain principale, un réfrigérateur à vin dans la cuisine, un système d'organisation sur mesure dans les dressings. La chambre principale devint une vitrine avec un coin salon, une cheminée et des portes-fenêtres menant à un balcon privé. J'imaginais Michel et Jessica y prenant leur café du matin, regardant leurs futurs enfants jouer dans le jardin en dessous. Une des plus petites chambres, je la décorais comme une chambre d'enfant, peinte dans des jaunes et verts doux, prête pour le petit enfant que j'espérais voir bientôt. Une autre chambre, je l'aménageais en bureau pour Michel avec des étagères encastrées et un espace de travail confortable. La pièce de la tourelle avec ses vues panoramiques sur le quartier devint un coin lecture avec une banquette de fenêtres, des coussins moelleux et des bibliothèques. J'imaginais les futurs petits-enfants s'y blottir avec des livres les jours de pluie. Chaque décision était prise en pensant à Michel et Jessica. Chaque pièce conçue pour répondre à leurs besoins et préférences. Le coût était substantiel, presque tout l'argent de l'assurance vie de François. Mais la joie de créer ce cadeau me soutenait à travers les longues journées de rénovation et les soirées solitaires à la maison. Début décembre, la maison était presque terminée. Les parquets brillaient. La nouvelle peinture illuminait chaque pièce, et les nouvelles installations ajoutaient du confort moderne, tout en respectant le caractère historique de la maison. J'avais même commencé à y installer quelques meubles, une table à manger assez grande pour les réunions de famille, des canapés confortables pour le salon, des lits pour chaque chambre. La veille du jour où je prévoyais de révéler ma surprise, je me tins dans le salon vide, imaginant les visages de Michel et Jessica quand je leur remettrais les clés. Seraient-ils choqués, reconnaissants? Comprendraient-ils l'amour derrière ce cadeau? Alors que je regardais autour de moi la belle maison que j'avais créée pour eux, je sentis fortement la présence de François. Je pense qu'ils vont l'adorer, lui murmurai-je. J'espère que je fais le bon choix. Je n'avais aucune idée à quel point j'allais me tromper. Le matin où je prévoyais de surprendre Michel et Jessica, j'arrivais tôt à la demeure de caractère pour m'assurer que tout était parfait. L'air de décembre était vif, et la maison ressemblait à quelque chose d'une carte de vœux, ses ornements en fer forgé et sa large véranda saupoudrée d'une légère neige tombée pendant la nuit. À l'intérieur, la lumière du soleil entrait par les hautes fenêtres, faisant briller les parquets fraîchement polis. Je parcourus les pièces, redressant un coussin ici, ajustant une lampe là, mon excitation grandissant à chaque pas. Tout était prêt. La maison était prête à être habitée. Les services étaient connectés, et j'avais même fait installer un petit sapin de Noël dans le salon, symbole de nouveau départ. Je vibrais pratiquement d'excitation quand j'appelai Michel. « Salut, maman. Tout va bien ?» répondit-il, une note d'inquiétude dans la voix. Depuis la mort de François, mes appels semblaient souvent déclencher cette réponse, comme s'il s'attendait à de mauvaises nouvelles. « Tout va merveilleusement bien », l'assurai-je. Je me demandais si toi et Jessica pouviez me retrouver pour déjeuner aujourd'hui. J'ai quelque chose que j'aimerais vous montrer à tous les deux. Il y eut une pause sur la ligne. En fait, maman, Jessica et moi visitons des maisons aujourd'hui. Nous avons trouvé un endroit incroyable qui pourrait être parfait pour notre agrandissement familial. Mon cœur fit un bond. Aggrandissement familial. Vous attendez un bébé. Eh bien, pas exactement, dit Michel prudemment. Nous pensons à faire venir les parents de Jessica vivre avec nous. L'arthrite de sa mère empire, et son père a besoin de quelqu'un pour l'aider à gérer ses médicaments. Nous aurions vraiment besoin d'un endroit plus grand. Je souris, pensant à quel point le timing était parfait. La demeure de caractère avait largement assez de place pour les parents de Jessica aussi. C'est merveilleux, mon chéri. Où cherchez-vous? Cette superbe maison de maître rue des Ormes, répondit Michel, sa voix animée. 6 chambres, immense cuisine, parfait pour une vie multigénérationnelle. Le seul problème, c'est le prix demandé.
C'est bien au-dessus de nos moyens. Mon estomac se noie. Ils visitaient ma maison. Ma surprise allait devenir leur déception quand ils découvriraient qu'ils ne pouvaient pas se l'offrir. À moins que... Et si j'aidais avec l'apport comme un héritage anticipé, suggérai-je, les mots sortant avant que j'aie pleinement assimilé la situation. L'excitation dans sa voix fut immédiate. Maman, ce serait incroyable. Tu es chur. C'est beaucoup d'argent. Je suis sûre, dis-je, l'esprit en ébullition. Envoie-moi l'adresse et je vous y retrouve dans 1 heure. Je raccrochai et m'assis à l'îlot de la cuisine, fixant mon téléphone. Cela pourrait en fait marcher encore mieux que ce que j'avais prévu. Au lieu de simplement leur donner la maison, je pouvais les laisser penser qu'ils la choisissaient, puis les aider à l'acheter. Ils se sentiraient comme des partenaires égaux, plutôt que des cas de charité. Mais quelque chose clochait dans la situation. Comment Michel et Jessica avaient-ils trouvé cette maison? Elle n'était plus sur le marché. Je l'avais achetée des semaines auparavant par la fiducie, et le panneau à vendre avait été retiré. J'appelai Sarah à la société de gestion immobilière. Madame Mercier, bonjour, répondit-elle efficacement. Tout va bien avec la maison. Sarah, est-ce que quelqu'un a fait visiter la maison à mon insu? Demandai-je directement. Absolument pas, m'assura-t-elle. Les seules personnes ayant accès sont vous, moi et les entrepreneurs qui ont terminé hier. Pourquoi cette question? Mon fils vient de m'appeler pour visiter cette maison aujourd'hui. Il pense qu'elle est sur le marché. Il y eut une pause sur la ligne. C'est très étrange. Laissez-moi vérifier avec mon assistante, Amélie. Elle gère la planification des visites de propriété. En attendant que Sarah enquête, je pris une décision rapide. J'arriverai à la maison avant Michel et Jessica, me garerai de l'autre côté de la rue et les observerai. S'ils étaient vraiment intéressés par la maison par coïncidence, je procéderais à ma surprise. Si autre chose se passait, je voulais le savoir avant de me révéler. Sarah rappela dans les 15 minutes, sa voix tendue de professionnalisme. Madame Mercier, je vous dois des excuses. Il semble que mon assistante Amélie ait permis à quelqu'un d'accéder à la propriété. Une femme nommée Jessica Mercier a prétendu être votre belle-fille et a dit que vous lui aviez demandé de vérifier l'avancement de la rénovation pendant que vous gériez votre deuil. Amélie, étant nouvelle et peu familière avec nos protocoles de sécurité, lui a donné une clé pour un accès familial. Mon sang se glaça. Jessica a une clé de ma maison. Je suis profondément désolée, Madame Mercier. Amélie a été réprimandée, et nous changeons toutes les serrures immédiatement. Nous réviserons également nos procédures de sécurité pour nous assurer que cela ne se reproduise jamais. Après avoir raccroché, je restai assise dans un silence stupéfait. Jessica était entrée dans ma maison, la maison que j'avais achetée comme surprise pour elle et Michel. Depuis combien de temps le savait-elle? Pourquoi ne l'avait-elle pas mentionné? Et qu'avait-elle fait exactement là-bas? J'arrivai rue des Ormes 30 minutes avant l'heure prévue de Michel et Jessica. Je garai ma voiture plus bas dans la rue, où j'avais une vue claire sur la maison, mais ne serait pas immédiatement visible. La journée était devenue nuageuse, correspondant à mon humeur alors que j'attendais. À précisément 13 heures, le SUV blanc de Jessica entra dans l'allée. Elle émergea la première, élégante dans un manteau camel et des bottes à talons hauts, suivie de Michel dans ses vêtements de travail. Il avait dû prendre sa pause déjeuner au bureau. Mais il n'était pas seul. Un couple plus âgé sortit également du véhicule. La femme marchait avec une légère boiterie, probablement la mère de Jessica avec l'arthrite qu'elle avait mentionnée. Je regardais Jessica les guider autour du jardin de devant, gesticulant expansivement vers différentes caractéristiques de la maison. Elle pointait les fenêtres, la véranda, l'aménagement paysager que j'avais soigneusement sélectionné. Son langage corporel n'était pas celui de quelqu'un qui voyait une maison pour la première fois. Il était confiant, propriétaire, comme si elle faisait déjà visiter sa maison. Après environ 20 minutes d'exploration de l'extérieur, Jessica sortit une clé de son sac à main et déverrouilla la porte d'entrée. Ma porte d'entrée, la porte de la maison que je possédais, la maison que j'avais passé des semaines à rénover comme cadeau. Ils disparurent tous à l'intérieur, et je restai assise dans ma voiture, une fureur froide montant dans ma poitrine. Ils ne regardaient pas la maison comme des acheteurs potentiels. Ils planifiaient déjà comment ils l'utiliseraient, ce qui signifiait que Jessica devait avoir su pour mon achat presque depuis le début. Mais comment? J'appelai Éléonore Martin, mon avocate. Éléonore, quelque chose d'étrange se passe, expliquai-je, puis je lui racontai Michel et Jessica visitant la maison que j'avais achetée par la fiducie. Madame Mercier, seules quelques personnes savent que vous êtes la bénéficiaire de cette fiducie, dit Éléonore, sa voix préoccupée. Les documents sont confidentiels. La seule façon dont votre belle-fille pourrait savoir est si quelqu'un à la banque, à la société de gestion immobilière ou à mon cabinet a divulgué l'information,
ou si elle a intercepté des communications concernant l'achat, ajoutai-je, me souvenant comment Jessica avait collecté mon courrier dans ses premières semaines après la mort de François. C'est troublant, dit Éléonore prudemment. Si elle a accédé à vos informations financières privées sans permission, c'est potentiellement illégal. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je ne suis pas encore sûre, admis-je. Mais je dois comprendre ce qui se passe avant de les confronter. Après avoir raccroché, je continuai à observer la maison. Jessica, Michel et ses parents passèrent presque 1 heure à l'intérieur avant d'émerger. La mère de Jessica souriait largement, et son père hochait la tête pendant que Michel gesticulait vers les étages supérieurs, expliquant clairement quelque chose sur la maison. Ils restèrent dans l'allée à parler pendant encore 15 minutes avant que les parents de Jessica ne remontent dans le SUV. Avant de les rejoindre, Jessica sortit un mètre ruban de son grand sac à main et le tendit à Michel. Ils retournèrent sur la véranda de devant, mesurant la largeur de la porte d'entrée et de la véranda elle-même. Ils mesuraient ma maison, planifiant des arrangements de meubles, des rénovations ou des décorations pour une maison qu'ils ne possédaient pas, une maison qu'ils ne pouvaient soi-disant pas se permettre, une maison qu'ils voyaient soi-disant pour la première fois. À moins que Jessica ne sache quelque chose que j'ignorais. À moins que toute cette mascarade d'autres acheteurs et d'opportunités perdues ne cache quelque chose de bien pire. J'attendis qu'ils soient partis avant d'approcher la maison. Utilisant ma clé, j'entrai et parcourus chaque pièce, cherchant des signes de leur visite. Dans la chambre principale, la pièce que j'avais soigneusement conçue avec les goûts de Jessica en tête, je trouvai un mètre ruban sur le rebord de la fenêtre. Ils avaient mesuré pour des rideaux peut-être, ou un placement de meubles. Dans la cuisine, une porte de placard était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, je trouvai un bloc-notes avec l'écriture de Jessica. Nouveau plan de travail, demandé pour le réfrigérateur américain. Il prévoyait des rénovations à mes rénovations. Mais la découverte la plus troublante vint dans ce que j'avais aménagé comme chambre d'enfant. Les murs jaunes et verts que j'avais peints avec tant d'espoir semblaient maintenant une moquerie. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait une carte d'échantillon de peinture en rose pâle, écrit dessus de l'écriture fluide de Jessica, parfait pour la chambre d'Elisabeth. Elisabeth, la mère de Jessica. Il prévoyait de donner la chambre d'enfant que j'avais créée pour mon futur petit enfant à sa mère. Je m'effondrai sur la banquette de fenêtre. L'échantillon de peinture tremblant dans ma main. La maison que j'avais achetée comme cadeau d'amour pour mon fils et sa femme était réaffectée sous mes yeux, non pas comme un foyer pour leur future famille, mais comme une résidence pour les parents de Jessica, avec Michel et Jessica aux commandes. Et d'une manière ou d'une autre, Jessica avait su pour mon achat presque depuis le début, avait obtenu une clé par tromperie et orchestrait maintenant une mascarade élaborée pour me manipuler afin que je finance leur plan. La blessure était si profonde qu'elle semblait physique, un vide s'étendant dans ma poitrine jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. J'avais utilisé presque tout l'argent de l'assurance vie de François pour créer ce cadeau, cet avenir pour notre famille. Et Jessica, peut-être Michel aussi, m'avait prise pour une idiote. Je pris 3 décisions à ce moment-là, assise dans la chambre d'enfant qui n'accueillerait jamais mon petit enfant. Premièrement, je ne révélerais pas que je possédais la maison, pas encore. Je devais voir jusqu'où il pousserait cette tromperie. Deuxièmement, je changerais chaque serrure immédiatement et installerais des caméras de sécurité pour surveiller qui entrait et sortait. Troisièmement, j'emménagerais moi-même dans la demeure de caractère aujourd'hui. Si Jessica voulait jouer à des jeux avec ma propriété, elle allait découvrir que je pouvais mieux jouer qu'elle. J'appelai Sarah Leblanc à la société de gestion immobilière. J'ai besoin d'un serrurier à la propriété de la rue des Ormes immédiatement. Chaque serrure, chaque porte, et j'ai besoin d'un système de sécurité installé aujourd'hui, des caméras à chaque entrée, à l'intérieur et à l'extérieur. Madame Mercier, je suis toujours vraiment désolée pour la faille. Il ne s'agit pas de ça, interrompis-je. Il s'agit de sécuriser ma propriété. J'emménage aujourd'hui. S'il vous plaît, assurez-vous que tout est prêt. Le soir venu, j'avais emballé des affaires essentielles de mon ancienne maison et les avais déménagées dans la demeure de caractère. Les serrures avaient été changées, les caméras de sécurité installées, et j'avais appris à les surveiller depuis mon téléphone. Je commandai une livraison de repas et le mangeai à la grande table de la salle à manger, seul mais résolu. Alors que la nuit tombait, je parcourus la belle maison que j'avais créée avec tant d'amour et d'espoir. Chaque pièce semblait maintenant différente, ternie par la tromperie, mais aussi chargée d'un nouveau but. Ce serait ma maison maintenant, mon nouveau départ, ma déclaration d'indépendance. Tu ne croirais pas ce qui se passe, François, murmurai-je à la pièce vide. Mais je pense que tu serais fier de la façon dont je gère ça. Cette nuit-là, je dormis dans la chambre principale, celle que j'avais conçue pour Michel et Jessica. L'ironie ne m'échappa pas, ni le fait que demain apporterait une confrontation à laquelle je n'étais pas sûre d'être prête. Mais alors que je m'endormais, je me sentis étrangement calme.
Le pire s'était déjà produit. J'avais découvert la vérité sur les intentions de mon fils et de ma belle-fille. Tout le reste n'était que des détails, et j'étais plus que prête à m'occuper de ces détails. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre principale, me réveillant doucement. Pendant un moment, j'oubliais où j'étais, cherchant instinctivement François à côté de moi. L'espace vide ramena brutalement la réalité. François était parti. J'étais dans la maison de caractère que j'avais achetée comme cadeau, et mon fils et ma belle-fille m'avaient trompé. Je vérifiais l'application de sécurité sur mon téléphone. Pas d'activité pendant la nuit, ce qui signifiait que Jessica n'était pas revenue avec sa clé. Mais la journée était jeune. Après un petit déjeuner simple dans ma nouvelle cuisine, j'appelai le bureau de Michel et on me dit qu'il avait pris sa journée. Interessant. J'essayai ensuite son portable, mais l'appel alla directement sur la messagerie. Encore plus intéressant. Plutôt que de laisser un message, je lui envoyai un texto. J'espère que tu profites de ton jour de congé. Dis-moi quand tu es libre pour parler de cette maison rue des Ormes. Je passai la matinée à déballer et organiser mes affaires, aménageant mon propre espace dans ce qui avait été prévu comme la chambre des parents de Jessica, une chambre plus petite au rez-de-chaussée avec une salle de bain attenante, loin de la suite principale à l'étage. Si j'allais vivre ici, je voulais établir mon propre territoire séparé des espaces que j'avais conçus pour eux. Vers midi, mon application de sécurité émit un signal. Quelqu'un était à la porte d'entrée. À travers la caméra, je vis Jessica seule, essayant d'insérer une clé dans la serrure. Quand cela ne fonctionna pas, elle fronça les sourcils et réessaya, secouant la clé avec une frustration croissante. Finalement, elle fit le tour jusqu'à la porte de derrière où la même scène se joua. Je regardai, étrangement détachée, alors qu'elle sortait son téléphone et passait un appel, son langage corporel agité. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonna. C'était Michel. « Maman, la chose la plus étrange s'est produite », commença-t-il sans préambule. Jessica est passée devant cette maison que nous visitions, et elle pense que quelqu'un a peut-être changé les serrures. Elle s'inquiète qu'il y ait des squatteurs ou du vandalisme. Pourquoi Jessica vérifierait-elle une maison que vous ne possédez pas, demandai-je calmement. Il y eut une pause. Elle pensait avoir vu des fenêtres cassées depuis la rue. Elle était juste une bonne voisine. Les mensonges devenaient de plus en plus élaborés. Michel, comment Jessica a-t-elle obtenu une clé de cette maison? Une autre pause. Plus longue cette fois. Quelle clé? Elle a essayé de déverrouiller la porte d'entrée ce matin. Je l'ai vue sur les caméras de sécurité. Silence. Puis la voix de Michel, soigneusement contrôlée. Maman, quelle caméra de sécurité? Celle que j'ai fait installer hier sur ma maison. La maison que je possède. La maison que j'ai achetée il y a 6 semaines avec l'argent de l'assurance vie de ton père. La maison que je rénove pendant que toi et Jessica planifiez de me manipuler pour financer votre maison de rêve avec mon héritage. Le son qui sortit du téléphone aurait pu être Michel s'étouffant avec son café. Ou cela aurait pu être le son de toute une tromperie s'effondrant en temps réel. Ta maison, finit-il par murmurer. La maison que j'ai achetée comme surprise pour votre famille, continuai-je, ma voix stable malgré la blessure qui m'agitait. La maison que j'ai passé des semaines à rénover en pensant à toi et Jessica. La maison que Jessica a découverte que j'avais achetée et qu'elle visite secrètement avec une clé qu'elle a obtenue par tromperie. Le silence s'étira si longtemps que je pensais qu'il avait raccroché. Finalmente, il parla. Maman, nous devons parler. Oui, Michel. Certainement. Mais d'abord, je pense que tu dois expliquer à ta femme que pénétrer sur la propriété d'autrui est illégal, même quand on pense être assez malin pour ne pas se faire prendre. Je terminai l'appel et m'assis lourdement sur le canapé. La confrontation que j'avais anticipée avait commencé, et bien que j'ai maintenu mon calme pendant l'appel, je me sentais maintenant vidée. Comment les choses avaient-elles pu si mal tourner? Comment un cadeau d'amour s'était-il transformé en cette toile? De tromperie. À travers l'application de sécurité, je regardais Jessica retourner à son SUV et s'éloigner. Sa posture était rigide, ses mouvements vifs de colère. Je me demandais ce que Michel lui disait en ce moment, comment il prévoyait d'expliquer leur sortie de ce pétrin. Je passai l'après-midi dans un étrange limbe, attendant le prochain mouvement dans ce jeu dont je n'avais pas réalisé que nous y jouions. Je déballai plus de mes affaires, commandai des courses en livraison et essayai de me concentrer sur faire de cette maison, ma maison, un foyer. Vers 17 heures, mon téléphone sonna à nouveau. C'était Jessica. Suzanne, commença-t-elle, sa voix dépouillée de sa qualité sucrée habituelle. Michel m'a parlé de votre révélation. Tu veux dire le fait que je possède la maison que tu visites secrètement et que tu prévois d'acquérir par manipulation. Cette révélation-là. Je pense qu'il y a eu un malentendu, dit Jessica.
Nous essayons de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Une solution où vous obtenez un manoir et moi une petite chambre et le privilège de financer votre hypothèque. Cette solution-là. Tu deformes nos intentions. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Je failli surair. Jessica, tu as répondu à mon téléphone et t'es fait passer pour quelqu'un ayant une autorité légale sur mes finances. Tu as obtenu des clés de ma propriété sous de faux prétextes. Tu as fait visiter ma maison à d'autres personnes sans permission. Quelle partie de tout cela était censé m'aider? Une longue pause suivit. Puis la voix de Jessica changea complètement, abandonnant la fausse inquiétude et révélant quelque chose de bien plus froid. Très bien. Tu veux jouer dur. Tu as acheté cette maison pour nous manipuler. Tu savais qu'on cherchait dans ce quartier. Tu savais qu'on avait besoin de plus d'espace. Tu l'as acheté spécifiquement pour l'agiter devant nous, puis la retirer. L'accusation était si ridicule que je ris vraiment. Jessica, j'ai acheté la maison comme surprise pour votre famille. Je prévoyais de vous remettre l'acte et de vous dire qu'elle était à vous. C'est pour ça que tu l'as gardée secrète pendant 6 semaines, n'est-ce pas? Je l'ai gardée secrète parce que je voulais qu'elle soit parfaite avant de vous faire la surprise. J'avais des entrepreneurs qui travaillaient jour et nuit pour m'assurer que tout était exactement comme il fallait pour votre famille. Une autre pause. Prouve-le, exigea-t-elle. Je suis désolée. Prouve que tu l'as acheté comme cadeau. Montre-moi les documents qui disent que tu avais l'intention de transférer la propriété à Michel. Je réalisais alors que Jessica n'avait jamais cru que je pourrais être généreuse. Dans son esprit, chaque action avait un motif caché. Chaque gentillesse était une manipulation. Elle ne pouvait concevoir quelqu'un dépensant son héritage pour un cadeau à des membres de la famille qu'il avait prise pour acquise. Je n'ai pas besoin de te prouver mes intentions, Jessica, mais je peux prouver que tu as pénétré sur ma propriété. Michel est ton fils. La famille a le droit. La famille a le droit de respecter les limites, interrompis-je. Tu as perdu ce droit quand tu as décidé de mentir et de manigancer au lieu d'avoir une conversation honnête. La conversation se termina par Jessica qui raccrocha. 20 minutes plus tard, Michel appela. Maman, Jessica est bouleversée. Elle a l'impression que tu l'as punie pour se soucier de l'avenir de notre famille. Michel, ta femme a commis plusieurs crimes. Elle n'est pas la victime ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous s'asseoir et en discuter? Trouver un moyen de faire en sorte que ça marche pour tout le monde. Je regardais autour de ma belle maison, pensant à combien de compromis j'avais fait au fil des ans, combien de fois j'avais cédé pour maintenir la paix dans la famille. Michel, j'en ai fini de faire en sorte que tout marche pour tout le monde aux dépens de moi-même. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans ma belle salle à manger, mangeant de la nourriture chinoise à emporter dans des assiettes en carton parce que je n'avais pas encore déballé ma vaisselle, je pensais à combien ce moment était différent de ce que j'avais initialement prévu. J'aurais dû recevoir Michel et Jessica pour un dîner de célébration, trinquant à leur nouvelle maison et notre brillant avenir ensemble. Au lieu de cela, j'étais seule dans ma maison, regardant des images de sécurité de ma belle-fille essayant de s'introduire pendant que mon fils se préparait à expliquer comment ils avaient prévu de voler mon héritage par manipulation émotionnelle. Mais voilà la chose à propos du fond. La vue est tellement meilleure quand on l'a méritée soi-même. J'avais peut-être perdu la dynamique familiale que j'espérais, mais j'avais trouvé quelque chose de plus précieux, ma propre voix, ma propre force, et la clarté de voir la vérité sur les personnes les plus proches de moi. Et cela, comme François aurait dit, valait son pesant d'or. La semaine suivante passa dans un étrange limbe. Michel appelait quotidiennement, ses messages devenant de plus en plus désespérés alors qu'il essayait d'organiser une rencontre pour discuter de la situation. Jessica restait visiblement silencieuse, bien que mes caméras de sécurité les captaient passant lentement devant la maison 2 fois de plus. J'utilisais ce temps pour m'installer dans ma nouvelle maison, arrangeant mes affaires et faisant de l'espace vraiment le mien. La chambre principale que j'avais conçue avec tant de soin pour Michel et Jessica devint mon sanctuaire. L'élégante salle de bain, ma retraite. Je plantais des bulbes d'hiver dans les parterres de fleurs, attendant avec impatience des floraisons printanières que je n'avais pas anticipées voir moi-même. Grace Lefebvre, ma voisine, m'apporta un panier de bienvenue le 3e jour. C'était une bibliothécaire à la retraite aux cheveux argentés coupés en un carré élégant et des yeux bienveillants derrière des lunettes en écailles de tortue. J'ai remarqué que vous emménagiez, expliqua-t-elle en me tendant un panier rempli de confitures maison, de pain frais et de miel local. Je suis Grace. Bienvenue rue des Ormes. Suzanne Mercier, répondis-je, touché par le geste. Merci pour cet accueil. Vous vivez seule ici, demanda Grace en acceptant mon invitation à entrer pour le thé. J'hésitai, puis optai pour l'honnêteté. Oui. J'ai récemment perdu mon mari, et cette maison est, eh bien, c'est un nouveau chapitre. Je comprends parfaitement, dit Grace, ses yeux chaleureux d'empathie.
J'ai perdu mon Henri il y a 5 ans. Ces vieilles maisons ont une façon de guérir les cœurs brisés, je pense. Alors que nous bavardions dans ma cuisine, je me trouvais me détendant pour la première fois depuis des jours. Grace ne posait pas de questions indiscrètes sur mes finances, n'offrait pas de conseils non sollicités, partageait simplement des histoires sur le quartier et l'histoire des maisons bourgeoises de la rue des Ormes. Votre maison a les plus belles vues sur le lever du soleil, mentionna-t-elle. La pièce de la tourelle surtout. C'est pourquoi on l'appelait le manoir Belle Aurore autrefois. Belle Aurore, répétai-je, aimant la sonorité. Je ne savais pas qu'elle avait un nom. Toutes ces vieilles dames en ont un, dit Grace avec un petit rire en englobant la maison d'un geste. Elles ont vu des générations aller et venir, mais elles restent debout, un peu comme nous, tu ne trouves pas? Après le départ de Grace, je montai les escaliers jusqu'à la pièce de la tourelle que j'avais initialement envisagée comme coin lecture pour mes futurs petits-enfants. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, réchauffant la banquette que j'avais fait faire sur mesure. Je m'assis là, regardant le quartier, me sentant étrangement en paix malgré le tumulte avec Michel et Jessica. Manoir Belle Aurore, dis-je à voix haute, testant le nom. Il semblait juste d'une certaine manière. Une promesse de nouveau départ après les moments sombres. Le lendemain, Michel rappela, cette fois avec une approche différente. Maman, Jessica et moi avons besoin de te parler de quelque chose d'important. Pouvons-nous venir chez toi dans ta nouvelle maison? Juste toi, précisai-je, pas encore prête à faire face aux manipulations de Jessica. On peut parler d'abord, juste nous deux. Michel arriva ce soir-là, ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans depuis notre dernière conversation. Son visage était tiré, ses épaules affaissées alors qu'il se tenait sur ma véranda, pas la posture confiante de quelqu'un planifiant une prise de possession de maison. Je le conduisis au salon, où j'avais allumé un feu dans la cheminée d'origine en briques. La pièce était accueillante avec ses meubles confortables et son éclairage chaleureux. Toutes des choses que j'avais choisies en pensant à lui et Jessica. Cet endroit est magnifique, maman, dit-il en regardant autour de lui. Tu as fait un travail incroyable avec les rénovations. Merci, répondis-je en lui faisant signe de s'asseoir. Je l'ai conçu pour une famille. Michel grimaça aux commentaires pointus. À propos de ça, je te dois une explication. Oui, c'est le cas, acquiesçai-je en croisant les mains sur mes genoux. En commençant par comment Jessica a obtenu une clé de ma maison. Il soupira lourdement, passant une main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de son père que mon cœur se serra douloureusement. Elle s'est liée d'amitié avec l'assistante de Sarah à la société de gestion immobilière. Elle lui a dit qu'elle était ta belle-fille et que tu lui avais demandé de vérifier l'avancement de la rénovation pendant que tu gérais ton deuil. L'assistante lui a donné une clé pour un accès familial. J'acquiesçai. Je savais déjà cela grâce à Sarah. Et comment Jessica a-t-elle découvert que j'avais acheté la maison en premier lieu? Michel baissa les yeux vers ses mains. Elle l'a découvert 3 jours après que tu as signé les papiers. Ta banque a appelé pour vérifier le virement, et Jessica a répondu à ton téléphone. Elle leur a dit qu'elle était ta mandataire financière. La révélation me frappa comme un coup physique. Je ne lui ai jamais donné de procuration. Elle le sait. Mais le représentant de la banque n'a pas demandé de documentation par téléphone. Jessica a obtenu assez d'informations pour comprendre ce que tu avais fait. Je me versai un verre de vin du carafe sur la table d'appoint, notant que mes mains étaient parfaitement stables. Il y a 6 mois, ce niveau de trahison m'aurait détruite. Maintenant, cela semblait juste être la confirmation de ce que je soupçonnais. Donc au lieu de me parler directement, vous avez décidé de me manipuler pour financer votre hypothèque sur une maison que je possédais déjà. Le visage de Michel se décomposa. C'était l'idée de Jessica. Elle a dit que si nous te confrontions directement, tu pourrais te mettre sur la défensive à propos de dépenser autant d'argent. Elle pensait que si nous pouvions te faire croire que c'était notre idée d'acheter la maison, tu te sentirais mieux à l'idée de nous aider. M'aider à vous acheter une maison à moi-même. L'absurdité en était presque comique. On ne pensait pas que tu voudrais vraiment vivre ici seule. Jessica pensait que tu finirais par vouloir réduire, peut-être emménager dans une résidence pour seniors. On pourrait te la racheter à la valeur du marché. Tu récupérerais ton argent, plus la plus-value. Tout le monde y gagnerait. Je fixai mon fils, cet homme que j'avais élevé pour être honnête et bon, et vis quelqu'un que je reconnaissais à peine. Michel, tu t'entends. Vous aviez prévu de me piéger pour me faire donner de l'argent pour une maison que je possédais déjà, puis me convaincre de vous la vendre plus tard. Dit comme ça semble criminel. Il avait l'air misérable. Parce que c'est criminel. C'est ce qu'on appelle de la fraude. Il mit sa tête dans ses mains. On n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. Jessica s'est juste enthousiasmée pour la maison, a commencé à planifier, à faire des listes.
Elle pensait que si elle pouvait te montrer combien, ce serait parfait pour nous tous. Nous tous avec moi dans la plus petite chambre, interjectai-je vivement. Ce n'était jamais le plan. Mais il ne put croiser mon regard. Je sortis mon téléphone et lui montrai les images de sécurité de ce matin-là. Jessica essayant plusieurs clés, faisant le tour de la maison, regardant par les fenêtres, l'appelant dans la frustration. Ce n'était jamais le plan non plus, je suppose. Michel regarda les images, son expression devenant plus accablée à chaque seconde. Quand cela se termina, il leva les yeux vers moi, les yeux humides de larmes. « Maman, je suis tellement désolée. » Je me suis laissée emporter par l'enthousiasme de Jessica, sa vision de notre avenir. Je n'ai jamais pris le temps de penser à ce que ça signifiait pour toi, à la malhonnêteté de tout ça. Je voulais le croire. Une partie de moi, la mère qui avait pansé ses genoux écorchés et célébré ses petites victoires, voulait lui pardonner immédiatement. Mais la femme qui avait été systématiquement trompée ne pouvait pas se permettre une absolution aussi facile. Quel était exactement le plan de Jessica, Michel? Une fois que vous auriez eu accès à la maison. Il se tortilla mal à l'aise. Elle voulait te convaincre de nous transférer la maison comme héritage anticipé pour des raisons fiscales. Des raisons fiscales, répétai-je d'une voix plate. Son oncle est comptable. Il a dit que si tu nous donnes la maison maintenant au lieu de me la laisser dans ton testament, ça économiserait des milliers d'euros en droits de succession. Et si j'avais refusé? Michel baissa à nouveau les yeux. Jessica pensait qu'on pourrait suggérer que puisque tu vieillissais, il serait judicieux de transférer des actifs aux membres de la famille pour les protéger des coûts potentiels de maisons de retraite. Chaque mot empirait les choses. Jessica n'avait pas seulement voulu me manipuler pour financer leur hypothèque. Elle avait voulu me manipuler pour que j'abandonne complètement la propriété, utilisant mon âge contre moi. Michel, comprends-tu que ce que tu décris est de l'abus financier envers une personne âgée? Il devint très immobile. Ce n'est pas ce que c'était. Comment appellerais-tu autrement le fait de planifier systématiquement de piéger un membre âgé de la famille pour qu'il cède des actifs de valeur? On essayait d'aider notre famille. Vous essayiez de vous aider vous-même à mes dépens. Nous restâmes assis en silence pendant plusieurs minutes. Dehors, je pouvais entendre des enfants jouer dans le parc du quartier. Des sons normaux de familles normales, vivant des vies normales, sans tromperie élaborée. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda finalement Michel. « Maintenant tu trouves une solution de logement sans impliquer mon argent ou ma propriété. Tu apprends à établir un budget, tu prends un deuxième emploi si nécessaire, tu trouves un endroit que tu peux vraiment te permettre. Et nous, toi et moi. » Sa voix était petite, me rappelant le petit garçon qui avait craint un jour que je ne l'aime plus après qu'il ait cassé mon vase préféré. « Ça dépend de toi, Michel. De si tu es prêt à voir ce qui se passe ici pour ce que c'est vraiment, et de si tu es prêt à commencer à prendre tes propres décisions au lieu de laisser Jessica dicter ta relation avec moi. » Il acquiesca lentement. Je comprens. Et je veux arranger les choses. Ça va prendre du temps, l'avertis-je. La confiance une fois brisée ne se répare pas facilement. Après le départ de Michel, je restai assise près du feu pendant longtemps, regardant les flammes danser et réfléchissant à notre conversation. Son remords avait semblé sincère, mais j'avais déjà été dupée. Le vrai test serait ses actions dans les jours et semaines à venir. Le lendemain matin, ma sonnette retentit juste après le petit déjeuner. À travers la caméra de sécurité, je vis Jessica debout sur ma véranda, seule encore. Elle avait l'air terrible, pâle et tirée avec des cernes sous les yeux. Son apparence normalement parfaite était négligée, ses cheveux tirés en arrière dans une queue de cheval hâtive, ses vêtements froissés. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, sa voix manquant de sa confiance habituelle. « S'il te plaît, Suzanne, juste nous deux. » Contre mon meilleur jugement, je m'écartai pour la laisser entrer. Nous nous assîmes dans le salon, les restes du feu de la veille encore chauds dans l'âtre. « Je suis désolée, » dit-elle, assise au bord de mon canapé comme si elle était prête à s'enfuir. « J'ai tout mal géré. Quand j'ai découvert la maison, j'ai paniqué. » C'était la première chose honnête qu'elle disait depuis des mois. « Pourquoi n'as-tu pas simplement demandé de l'aide ? » Parce que tu avais déjà tant fait. L'apport pour notre appartement actuel, la réparation de voiture l'année dernière, les cadeaux de Noël pour Michel quand il ne pouvait pas se les permettre. J'étais gênée de demander plus. Je comprenais ce sentiment. La fierté qui nous fait faire des choses stupides plutôt que d'admettre qu'on a besoin d'aide. Donc au lieu de demander, tu as décidé de me piéger. J'ai pensé que si je pouvais faire en sorte que ça semble être ton idée de nous aider à acheter cette maison, tu te sentirais bien au lieu d'être ressenti. Je pensais protéger tes sentiments. L'aveu de Jessica aurait dû me faire me sentir mieux. Mais cela me rendit seulement plus en colère parce que sous ces excuses se cachait la même présomption condescendante qui avait tout motivé, que j'étais trop fragile pour gérer la vérité. « Jessica,
Je gère mes propres émotions depuis 63 ans. Je n'ai pas besoin que tu me protèges de ma propre générosité. Je le sais maintenant. J'ai fait une erreur. Tu as fait plusieurs erreurs. Usurpation d'identité, fraude, intrusion, mensonge à mon fils sur tes actions. Elle tressaillit, mais ne nia pas. Michel ne sait pas tout. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Jessica regarda autour de mon salon, les meubles que j'avais choisis, les photos que j'avais accrochées, la vie que j'avais construite sans leur contribution. Il ne sait pas que je prévoyais de te convaincre de nous transférer la maison comme héritage anticipé pour des raisons fiscales. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Explique. Mon oncle est comptable. Il a dit que si tu nous donnes la maison maintenant au lieu de la laisser à Michel dans ton testament, ça économiserait des milliers d'euros en droits de succession. J'ai pensé qu'après qu'on vive tous ensemble ici pendant un moment, je pourrais en parler de façon décontractée. Le stratagème était encore plus élaboré que je ne l'avais réalisé. Jessica n'avait pas seulement voulu me manipuler pour financer leur hypothèque. Elle avait voulu me manipuler pour que j'abandonne complètement la propriété. Et si j'avais refusé? J'aurais suggéré que puisque tu vieillissais, il serait judicieux de transférer des actifs aux membres de la famille pour les protéger des coûts potentiels de maisons de retraite. Chaque mot empirait les choses. Jessica avait recherché des moyens de me séparer de mes actifs. Planifier des conversations conçues pour me faire sentir que transférer la propriété était mon idée. Jessica, comprends-tu que ce que tu décris est de l'abus financier envers une personne âgée? Elle devint très immobile. Ce n'est pas ce que c'était. Comment appellerais-tu autrement le fait de planifier systématiquement de piéger un membre âgé de la famille pour qu'il cède des actifs de valeur? J'essayais d'aider notre famille. Tu essayais de t'aider toi-même à mes dépens. Nous restâmes assises en silence pendant plusieurs minutes. Dehors, je pouvais entendre des enfants jouer dans le parc du quartier. Des sons normaux de familles normales, vivant des vies normales, sans tromperie élaborée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda finalement Jessica. Maintenant toi et Michel trouvez une solution de logement sans impliquer mon argent ou ma propriété. Vous apprenez à établir un budget, vous prenez des emplois supplémentaires si nécessaire, vous trouvez un endroit que vous pouvez vraiment vous permettre. Mais on a besoin de plus d'espace, protesta-t-elle. Mes parents ont besoin d'un endroit où vivre. On ne peut pas se permettre quelque chose de convenable tout seul. Ce n'est pas mon problème à résoudre, Jessica. Vous êtes des adultes. Débrouillez-vous comme le reste d'entre nous, dans les limites de vos moyens. Jessica se mit à pleurer, le genre de sanglots épuisés qui viennent quand quelqu'un comprend finalement qu'il a tout perdu par ses propres choix. Suzanne, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on pourrait encore faire en sorte que ça marche. Tu pourrais vivre ici. On pourrait payer un loyer. Tout le monde pourrait avoir ce dont il a besoin. Je regardais cette femme qui avait passé des mois à planifier de me manipuler pour me prendre ma maison et mon argent, qui me suppliait maintenant de la laisser faire exactement ce qu'elle avait initialement manigancé pour obtenir. Jessica, le fait que tu penses que je devrais te faire confiance avec quoi que ce soit après ce que tu as fait me dit que tu ne comprends toujours pas à quel point tu t'es mal comportée. Alors que je la raccompagnais à la porte, Jessica fit une dernière tentative. Michel est vraiment bouleversé. Il dit que tu as toujours été si indulgente. Si compréhensive. Tu veux dire que j'ai toujours été une bonne poire, corrigeai-je. Ça change maintenant. Après le départ de Jessica, j'appelai Éléonore, mon avocate, pour la mettre au courant de la situation. Vous gérez cela remarquablement bien, commenta Éléonore. Beaucoup de gens dans votre situation s'effondreraient. J'ai fait mon effondrement, admis-je. Maintenant je suis juste en colère et déterminée à ne plus me faire avoir. C'est une réponse saine, m'assura Éléonore. Et légalement, vous êtes sur un terrain solide. La maison est à vous. Achetée légitimement par la fiducie. Leurs plans, bien que troublants, n'ont pas abouti. Et l'usurpation d'identité de Jessica, prétendant être ma mandataire financière. Est-ce quelque chose qu'on devrait poursuivre légalement? Eleanor hesita. C'est un crime, oui, mais le poursuivre signifierait porter plainte contre votre belle-fille, ce qui pourrait endommager de façon permanente votre relation avec votre fils. Est-ce quelque chose que vous êtes prête à faire? Je pensais au visage de Michel la veille, au remords sincère dans ses yeux, à son désir d'arranger les choses. Pas encore, décidai-je. Mais je veux que tout soit documenté au cas où ça s'aggraverait. Ce soir-là, je m'assis dans la pièce de la Tourelle, ma pièce de la Tourelle maintenant, regardant le coucher de soleil d'hiver peindre le ciel de nuances de rose et d'or. La trahison me blessait toujours. Mais sous la douleur, je sentais quelque chose d'autre émerger, de la force. Une certitude de ma propre valeur que je n'avais pas ressentie depuis des années, peut-être des décennies. François avait toujours été mon défenseur, mon protecteur. Sans lui, j'avais craint d'être vulnérable.
Mais ces dernières semaines avaient prouvé quelque chose d'important. J'étais capable de me protéger, de voir à travers la tromperie, de tenir bon contre la manipulation, de créer une nouvelle vie selon mes propres termes. Le manoir Belle Aurore n'était pas le cadeau que j'avais prévu qu'il soit. Mais peut-être était-ce le cadeau dont j'avais besoin, une forteresse de ma propre création, un lieu pour redécouvrir qui Suzanne Mercier était vraiment au-delà d'épouse, de mère et de victime potentielle. Alors que l'obscurité tombait, j'allumai les lampes que j'avais soigneusement choisies. Leur lumière chaude transformant la pièce de la tourelle en un havre douillet. J'ouvris le livre que j'avais voulu lire depuis des mois, mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps. Et pour la première fois depuis la mort de François, je me sentis vraiment en paix. Quoi que demain apporte, plus de confrontations avec Jessica, des conversations difficiles avec Michel, le processus complexe de reconstruction de la confiance, je l'affronterai depuis cette position de force. Le manoir Belle Aurore était à moi, et mon avenir aussi. 2 semaines passèrent avec une tranquillité surprenante. Michel appelait tous les quelques jours, son ton respectueux et ses conversations libres de toute mention de la maison ou des manigances de Jessica. Il me donnait de l'espace, réalisais-je, quelque chose que j'appréciais plus que je ne pouvais l'exprimer. Jessica restait visiblement absente de ses appels, bien que Michel mentionnât en passant qu'elle travaillait sur certaines choses. Je ne demandais pas de détails, encore trop à vif de notre dernière confrontation pour m'engager à nouveau dans ces manipulations. Je passais ces semaines à m'installer au manoir Belle Aurore et à établir une nouvelle routine. Chaque matin commençait par un café dans la pièce de la tourelle, regardant le lever du soleil qui avait donné son nom à la maison. Je rejoignis Grace pour des promenades dans le quartier, rencontrant progressivement d'autres voisins qui m'accueillirent avec une chaleur sincère. David et Sophie Martinez, un couple de retraités de l'autre côté de la rue, m'invitèrent à dîner et me régalèrent d'histoires sur l'histoire du quartier. Éléonore Martin, mon avocate, devint une amie autant qu'une conseillère juridique, me rejoignant pour des déjeuners hebdomadaires où nous discutions de tout, des livres à la politique en passant par les défis de vieillir dans une société qui dévalorise souvent les femmes plus âgées. Je créais une vie que je n'avais pas anticipée mais que je commençais à chérir, indépendante, engagée et authentiquement mienne. Puis vint l'appel téléphonique qui brisa ma paix nouvellement trouvée. « Maman », commença Michel, sa voix portant un poids que je reconnus immédiatement. « Je dois te dire quelque chose, et je ne suis pas sûre de comment tu vas le prendre. » Je me préparai, m'asseyant à mon îlot de cuisine. « Je t'écoute. Jessica est enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, chargés d'implications. Un petit enfant, la seule chose dont j'avais rêvé, l'avenir pour lequel j'avais planifié en concevant cette maison. Mais maintenant cet avenir était enchevêtré avec les manipulations et la trahison de Jessica. Enceinte, répétai-je, mes émotions trop complexes pour être nommées. De combien de temps ? 8 semaines. Elle vient de le faire confirmer hier. On ne prévoyait pas de le dire à qui que ce soit encore, mais avec tout ce qui se passe, j'ai pensé que tu devais le savoir. Je fermai les yeux, assimilant ce nouveau développement. Un petit enfant devrait être une source de joie sans mélange. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette annonce était une autre manipulation, un moyen d'adoucir ma résolution concernant la maison. Félicitations, dis-je finalement, le pensant sincèrement malgré mes réserves. Je suis heureuse pour vous deux. Le truc c'est, maman, avec un bébé qui arrive, on a vraiment besoin de plus d'espace. Notre appartement est à peine assez grand pour nous deux, encore moins pour un enfant. Et les nausées matinales de Jessica sont déjà fortes. Le médecin dit que le stress pourrait affecter la grossesse. Et voilà, exactement ce que j'avais craint. La carte de la grossesse jouait au moment précis où je commençais à me sentir assez forte pour maintenir mes limites. Michel, je comprends que vous ayez besoin de plus d'espace. Il y a beaucoup de belles maisons dans votre gamme de prix. Mais maman, cette maison est parfaite. Jessica a déjà planifié la chambre d'enfant, choisi les couleurs de peinture. Elle est émotionnellement investie. Dans ma maison qu'elle a essayé de me voler. Elle n'a jamais essayé de voler quoi que ce soit. Elle s'est juste enthousiasmée pour la possibilité. Je raccrochai et appelai immédiatement Éléonore. Jessica est enceinte. Ils utilisent ça pour me mettre la pression à propos de la maison. Le soupir d'Éléonore était audible à travers le téléphone. J'aurais aimé pouvoir dire que je suis surprise. Utiliser une grossesse pour manipuler des membres de la famille, surtout les grands-parents, est malheureusement courant dans ces situations. Qu'est-ce que je fais ? Restez ferme sur vos limites. Félicitez-les pour la grossesse. Offrez un soutien approprié, mais gardez la situation de la maison séparée. Ne les laissez pas mélanger les deux questions. Après avoir raccroché, je restais assise dans ma cuisine, fixant le jardin où les bulbes de printemps commençaient juste à percer le sol. Un petit enfant. Malgré tout, cette pensée me remplissait d'un désir doux amer.
François aurait été si excité, aurait immédiatement commencé à planifier des parties de pêche et des histoires avant le coucher. La sonnette interrompit ma rêverie. À travers la caméra de sécurité, je vis Jessica debout sur ma véranda, seule à nouveau. Elle avait vraiment l'air terrible, pâle, mince, avec des cernes sous les yeux. Les manifestations physiques du début de grossesse étaient clairement écrites sur son visage. Contre mon meilleur jugement, je la laissai entrer. « Félicitations pour la grossesse », dis-je en la menant au salon. « Michel vient de me le dire. »« Merci », répondit-elle en s'asseyant prudemment au bord du canapé. « Ce n'était pas prévu, mais nous sommes heureux. Les enfants arrivent rarement exactement quand on pense qu'ils devraient, dis-je, me souvenant de ma propre surprise en découvrant que j'étais enceinte de Michel seulement 6 mois après notre mariage avec François. « Suzanne, je sais que notre dernière conversation ne s'est pas bien passée, commença Jessica, ses mains se tordant nerveusement sur ses genoux. Mais les choses ont changé maintenant. Avec le bébé qui arrive, nous devons penser à ce qui est le mieux pour tout le monde. » Je suis tout à fait d'accord. Son visage s'éclaira. Donc tu vas reconsidérer pour la maison. Non, Jessica. Ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est que toi et Michel viviez selon vos moyens, que je maintienne mon indépendance, et que nous reconstruisions tous la confiance basée sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. Son expression tomba. Mais cette maison a tellement d'espace. La chambre d'enfant est déjà parfaite, la pièce jaune à l'étage avec la lumière du matin, et le trajet de Michel serait tellement plus court, et mes parents pourraient venir quand ils voudraient. Tous des points valides, concédai-je, mais aucun d'eux ne change le fait que c'est ma maison, achetée avec mon argent, et tu ne m'as donné aucune raison de te faire confiance avec elle. Je me suis excusée, dit-elle, une pointe entrant dans sa voix. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un remords sincère serait un début. La compréhension du mal que tu as essayé de causer. La reconnaissance que tu ne peux pas manipuler ton chemin pour obtenir ce que tu veux de moi. Jessica me fixa, l'incrédulité dans ses yeux. C'est impossible. C'est qui je suis. Alors j'ai peur qu'il n'y ait plus rien à discuter. Je me levai, indiquant que la conversation était terminée. Alors que Jessica se levait pour partir, elle s'arrêta à la porte. Michel veut amener ma grand-mère ici, dans un établissement à proximité. Oui, nous travaillons sur les papiers de transfert maintenant. Une émotion complexe traversa le visage de Jessica. Peur peut-être, ou résignation. Il t'a vraiment choisi plutôt que moi, n'est-ce pas? Il a choisi la vérité plutôt que la tromperie, corrigeai-je. Le reste dépend de toi. Après le départ de Jessica, je me tins sur ma véranda à la regarder s'éloigner en voiture. Ses épaules voûtées sur le volant. Malgré tout, je ressentis un pincement de sympathie pour elle. Elle perdait son mari, son avenir planifié, son sens du contrôle, tout cela en étant enceinte de son premier enfant. Mais comme Grace me l'avait dit lors d'une de nos promenades matinales, la compassion ne signifie pas permettre à quelqu'un de vous faire du mal. Cela signifie reconnaître leur humanité, tout en maintenant vos limites. J'apprenais cette leçon quotidiennement, trouvant l'équilibre entre me protéger et garder la porte ouverte à la réconciliation, sinon avec Jessica, du moins avec Michel et mon futur petit enfant. À l'intérieur du manoir Belle Aurore, la lumière du matin entrait à travers les panneaux de vitraux de la porte d'entrée, projetant des motifs arc-en-ciel sur les parquets. Cette maison, autrefois destinée à être un cadeau, était devenue quelque chose d'autre entièrement, une forteresse contre la manipulation, un symbole de mon indépendance et peut-être un jour un lieu de rassemblement pour une famille guérie par la vérité plutôt que brisée par la tromperie. Pour l'instant, c'était suffisant. 6 semaines passèrent, apportant la chaleur de l'été au manoir Belle Aurore. Les jardins fleurissaient en couleurs vibrantes, attirant papillons et colibris vers les parterres de fleurs soigneusement planifiées. À l'intérieur, j'avais fait de la maison vraiment la mienne, arrangeant les meubles, accrochant des œuvres d'art et créant des espaces qui reflétaient ma personnalité plutôt que les préférences imaginées de Jessica. Michel et moi maintenions un contact régulier. Il avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et voyait un thérapeute pour traiter les révélations sur Jessica et sa famille. Nos conversations étaient d'abord prudentes, mais se réchauffèrent progressivement alors que nous reconstruisions la confiance entre nous. Les papiers de divorce sont déposés, me dit-il lors d'un de nos appels du dimanche. Jessica a contesté au début, mais son avocat lui a conseillé que faire traîner les choses ne ferait que coûter plus d'argent. Comment gère-t-elle la situation, demandai-je, sincèrement préoccupée malgré tout. Elle portait encore mon petit enfant après tout. Aussi bien qu'on peut s'y attendre, je suppose. La grossesse progresse normalement. Elle est prévue pour novembre. Il fit une pause. Elle a accepté la garde partagée après la naissance du bébé. C'est quelque chose, dis-je, soulagé que Michel aurait un accès égal à son enfant. Je pense qu'elle réalise qu'elle a perdu la guerre, continua Michel. Ses parents ont été étrangement silencieux à travers tout ça.
Je m'attendais à ce qu'ils se battent plus fort pour la défendre, mais ils ont pratiquement disparu. Ils se protègent eux-mêmes, suggérai-je. Maintenant que leurs méthodes ont été exposées, ils se retirent pour éviter un examen plus approfondi. Le développement le plus significatif, cependant, fut les progrès sur le transfert de Marguerite Dupont. Éléonore avait travaillé sans relâche, naviguant dans les obstacles bureaucratiques et coordonnant entre les établissements en Normandie et dans notre région. À la mi-juillet, nous reçûmes la confirmation que Marguerite serait transférée au centre de soins des Chênes, un établissement de soins bien réputé à seulement 5 kilomètres du manoir Belle-Aurore. Ça arrive vraiment, dis-je à Michel avec excitation. Ils ont programmé son transfert pour mardi prochain. Je prendrai ma journée pour aider, proposa Théil immédiatement. Je veux être là quand elle arrivera. Le jour où Marguerite arriva aux Chênes fut émouvant pour nous tous. Michel et moi l'attendions dans sa nouvelle chambre, que nous avions décorée avec des photographies, une literie confortable et des rideaux joyeux. Quand l'équipe de transport l'amena en fauteuil roulant, les yeux de Marguerite se remplirent de larmes à notre vue. « Ma famille », dit-elle simplement en tendant les mains vers les nôtres. La chambre était privée avec une fenêtre donnant sur une cour-jardin. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, lumineux et doté d'un personnel attentionné. Une amélioration significative par rapport à l'établissement public en Normandie. « Comment payez-vous pour ça ?» demanda Marguerite plus tard quand l'équipe de transport fut partie et que nous l'aidions à arranger ses affaires. « Cela doit être beaucoup plus cher qu'en Normandie. »« Ne t'inquiète pas pour ça, l'assurai-je. C'est réglé. » La vérité était qu'Éléonore et moi avions établi une petite fiducie à partir de mes propres fonds pour compléter la couverture de l'assurance maladie de Marguerite, garantissant qu'elle pourrait rester aux Chênes indéfiniment. Ce n'était pas une fortune, juste assez pour couvrir la différence entre ce que l'assurance maladie fournissait et ce que les Chênes facturaient, mais cela donnait à Marguerite une sécurité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « C'est ce que la famille signifie vraiment », dit Marguerite en serrant ma main. « Pas se prendre les uns les autres, mais se soutenir mutuellement. » Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine émergea. Je rendais visite à Marguerite 3 fois par semaine, apportant souvent des friandises maison ou des livres de ma collection grandissante. Michel visitait quand son emploi du temps de travail le permettait, nous rejoignant parfois pour déjeuner dans la cour-jardin de l'établissement. Grace, qui était devenue ma plus proche amie, m'accompagnait occasionnellement, formant sa propre amitié avec Marguerite. Mon cercle d'amis s'élargit, pour inclure d'autres résidents des Chênes également. Irène, une ancienne professeure de lettres avec un humour mordant, Thomas, un ancien architecte qui partageait mon amour des maisons bourgeoises, et Sophie, une grand-mère de 7 petits-enfants qui m'apprit à tricoter pendant nos visites. « Tu t'es construit toute une communauté », observa Michel un après-midi, alors que nous quittions les Chênes après une partie de cartes particulièrement animée avec Marguerite et ses nouveaux amis. « Je ne m'y attendais pas, admis-je. Après la mort de ton père, je pensais que je serais seule. Mais maintenant. Maintenant tu as plus de gens dans ta vie que jamais, termina Théil en souriant. C'était vrai. Entre mes voisins de la rue des Ormes, mes amis aux Chênes et les divers clubs et organisations que j'avais rejoints, mes journées étaient remplies de connexions significatives. Le chagrin de perdre François demeurait, mais il s'était transformé en quelque chose de plus doux, un souvenir doux amer qui coexistait avec ma nouvelle joie. Un après-midi pluvieux doux, alors que j'arrangeais des fleurs dans le salon du manoir Belle-Aurore, ma sonnette retentit. Jessica émergea, ayant l'air différente de sa dernière visite, ses cheveux tirés en arrière dans une simple queue de cheval, ses vêtements décontractés mais soignés, son ventre de grossesse maintenant clairement visible sous son imperméable. « Bonjour Suzanne », appela-t-elle en approchant prudemment. « J'espère que je ne dérange pas. »« Juste un peu d'entretien du jardin », répondis-je en posant mon sécateur. « Comment te sens-tu ?»« Énorme », admit-elle avec un petit sourire. « Et fatiguée, mais sinon bien. » Je l'invitai sur la véranda, où le matin était encore assez frais pour une conversation confortable. Alors que nous nous installions dans les fauteuils en osier, le regard de Jessica parcourut les jardins que j'avais créés. « Tu as un don pour ça », observa-t-elle. « Les jardins sont magnifiques. »« Merci », dis-je, surprise par le compliment sincère. C'est devenu une passion. Les mains de Jessica reposaient sur son ventre où le bébé, Lise apparemment, était active ce matin. « Elle donne des coups de pied constamment maintenant », expliqua Jessica en remarquant mon regard, surtout le matin. « Michel m'a dit que vous l'appeliez Lise, » dis-je. « C'est un beau choix. »« J'ai pensé que ça te plairait, » répondit Jessica. « Étant donné tes jardins. » Un silence gêné s'installa entre nous, le poids de notre histoire compliquée rendant la conversation légère difficile. « J'ai rendu visite à ma grand-mère hier, » dit finalement Jessica, sa voix calme. Elle a accepté de me voir. Cela me surprit. Marguerite n'avait pas mentionné qu'elle prévoyait de recevoir Jessica. Comment ça s'est passé ?
Aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, admit Jessica, son expression peinée. Elle était civile, mais distante. Je me suis excusée. Je lui ai parlé des preuves que j'ai soumises aux autorités. Elle a écouté, mais n'a pas dit grand-chose. C'est un début, offris-je. Oui, un petit. Jessica redressa légèrement les épaules. Le parquet de Normandie a ouvert une enquête sur mes parents et Robert Dumont. Ils m'ont déjà interrogé 2 fois. Ça doit être difficile, dis-je, sincèrement compatissante malgré tout. Il est difficile de dénoncer ses propres parents, quel que soit leur crime. C'est le cas, reconnut Jessica. Mais c'est aussi libérateur d'une certaine façon, vivre sans secret, sans combine, juste faire face aux conséquences directement. Elle retomba dans le silence, semblant rassembler son courage pour quelque chose de plus difficile. Je ne suis pas venue juste pour te donner des nouvelles, continua-t-elle finalement. Je suis venue demander quelque chose d'important, quelque chose que je n'ai pas le droit de demander, mais dont j'ai besoin quand même. Je me tendis légèrement, méfiante des demandes de Jessica après notre histoire. Quand Lise naîtra, commença-t-elle prudemment. Je veux qu'elle connaisse sa grand-mère, qu'elle t'ait dans sa vie, même si Michel et moi ne sommes plus ensemble, même si j'ai fait des choses terribles. Je ne veux pas que ma fille perde la chance de te connaître à cause de mes erreurs. La demande était si inattendue, si contraire à la Jessica possessive et contrôlante que j'avais connue, que je me retrouvais momentanément sans voix. Bien sûr que je veux faire partie de la vie de Lise, réussis-je finalement à dire. C'est ma petite fille. Même quand elle est avec moi, insista Jessica. Même pendant mes jours de garde, serais-tu disposée à venir nous rendre visite, à passer du temps avec elle chez moi? Je compris alors ce qu'elle demandait vraiment. Pas seulement que je connaisse Lise pendant le temps de garde de Michel, mais une relation qui transcendait les divisions de leur divorce, pour une connexion familiale qui survivait malgré le mariage brisé. Cela dépendrait, dis-je honnêtement, de si je peux te faire confiance, de si tes changements actuels sont sincères et durables. Jessica acquiesça, acceptant la condition sans argument. C'est juste, plus que juste, étant donné tout. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Demandai-je. Des petits pas, répondit-elle. Peut-être que tu pourrais venir une fois que Lise sera née. Passer du temps à la connaître à l'hôpital. Puis des visites occasionnelles pendant mon temps de garde, toujours avec des limites et des attentes claires. La proposition était raisonnable, prudente, respectueuse de la confiance qui avait été brisée et qui aurait besoin de temps pour être reconstruite si elle pouvait être reconstruite du tout. Je peux accepter ça, dis-je. Un pas à la fois, voir comment ça se passe. Le soulagement envahit le visage de Jessica. Merci. Je sais que je n'ai pas encore gagné ta confiance, mais j'essaie. Je veux que Lise ait une vraie famille, pas la version toxique dans laquelle j'ai grandi. Alors que Jessica se préparait à partir, elle hésita sur les marches de la véranda. Michel m'a dit que tu pourrais lui offrir de l'espace ici, dans l'ailée. J'acquiesçai, curieuse de sa réaction à ce développement. Je pense que c'est merveilleux, dit-elle, me surprenant à nouveau. Il a besoin de stabilité en ce moment, et de soutien quand il a Lise. C'est la solution parfaite. Après son départ, je retournai à mon jardinage, réfléchissant à notre conversation. La Jessica qui venait de me rendre visite semblait très différente de la femme qui avait manigancé pour prendre ma maison, qui avait manipulé Michel, qui avait participé à l'abus financier de sa grand-mère. Les gens pouvaient-ils changer si fondamentalement? Je n'étais pas sûre. Mais en m'occupant des floraisons de fin d'été, je pensais à comment les jardins se transformaient au fil des saisons, comment les plantes qui semblaient mortes en hiver éclataient de vie au printemps, comment un sol soigneusement entretenu pouvait nourrir la croissance là où autrefois il n'y avait que des mauvaises herbes. Peut-être que les gens, comme les jardins, pouvaient être renouvelés avec des soins et un engagement approprié. Peut-être que Jessica, faisant face aux conséquences de ses actes et travaillant à comprendre ses schémas nocifs, était capable d'une transformation sincère. Le temps le dirait, et en attendant, je procéderai avec un optimisme prudent, maintenant des limites claires tout en laissant de la place pour une croissance et une réconciliation possible. Ce soir-là, Michel appela pour accepter mon offre de convertir les laits. J'ai bien réfléchi, expliqua-t-il. C'est la bonne solution pour l'instant, pour moi, pour Lise, pour notre famille. Je suis contente, lui dis-je sincèrement. On va en faire un bel espace pour vous deux. Jessica a mentionné qu'elle t'a rendu visite aujourd'hui, ajouta-t-il. Elle a demandé à être impliquée avec Lise même pendant son temps de garde. Oui, confirmai-je. Je lui ai dit qu'on pouvait essayer, un pas à la fois. Elle essaie vraiment, maman, dit Michel doucement. Je ne dis pas qu'on va se réconcilier, trop de choses se sont passées. Mais je pense qu'elle travaille sincèrement à changer. Je l'espère, répondis-je. Pour le bien de Lise, pour le bien de tous. Après avoir raccroché, j'appelai Éléonore pour la mettre au courant de ses développements et obtenir son évaluation professionnelle.
Un optimisme prudent semble approprié, conseilla Éléonore après avoir entendu les détails. Les actions de Jessica, dénoncer ses parents, rendre visite à sa grand-mère, demander ton implication avec Lise, tout suggère des efforts sincères de changement. Mais, l'inciter-je, entendant la réserve dans sa voix. Mais des schémas établis sur une vie entière ne changent pas du jour au lendemain, avertit Éléonore. Il y aura des rechutes, des moments où les vieilles habitudes ressurgiront. La question est de savoir si elle reconnaîtra ces moments et corrigera le cap, ou retombera dans des comportements manipulateurs. Comment puis-je me protéger, tout en lui donnant une chance de faire ses preuves? Des limites claires, des conséquences cohérentes et de la vérification plutôt qu'une confiance aveugle, suggéra Éléonore. Par exemple, si elle dit qu'elle a dénoncé ses parents, demande le numéro de dossier ou les coordonnées de l'enquêteur. Fais confiance, mais vérifie. Le conseil était sensé, équilibrant l'ouverture à la transformation apparente de Jessica avec une autoprotection prudente. La semaine suivante, les entrepreneurs commencèrent les travaux de conversion de l'aile et du manoir Belle Aurore en un appartement séparé pour Michel et Lise. Les rénovations étaient simples, ajoutant une petite kitchenette à ce qui avait été un petit salon, convertissant une salle de bain pour inclure une baignoire adaptée au bain d'un nourrisson, créant une entrée séparée par ce qui avait été une véranda latérale. Michel se jeta dans le projet, sélectionnant les finitions, planifiant les meubles et se préparant pour l'arrivée de Lise avec un enthousiasme qui réchauffait mon cœur. Nous passions les soirées à examiner des échantillons de peinture et la décoration de la chambre d'enfant, trouvant de la joie dans ces préparatifs malgré les circonstances compliquées. Un samedi de fin septembre, alors que la rénovation approchait de son terme, Michel m'invita à le rejoindre pour déjeuner dans un petit café du centre-ville. Quand j'arrivai, je fus surprise de trouver non seulement Michel qui m'attendait, mais aussi Jessica, ayant l'air nerveuse mais déterminée. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit Michel alors que j'approchais de leur table. Jessica et moi voulions te parler ensemble de quelque chose d'important. Je pris le siège offert, curieuse mais méfiante. Qu'avez-vous en tête? Jessica et Michel échangèrent des regards avant que Michel ne continue. Nous avons discuté de l'avenir de Lise, de comment lui donner l'environnement le plus stable et aimant possible malgré notre divorce. Nous voulons créer une approche unifiée de la parentalité, ajouta Jessica. Présenter un front uni, même si nous ne sommes plus un couple. C'est louable, dis-je. La plupart des enfants bénéficient de la cohérence entre les foyers. Nous aimerions aller plus loin, expliqua Michel. Nous proposons des réunions familiales régulières, toi, moi, Jessica, pour discuter des besoins de Lise, coordonner nos approches, assurer qu'elle se sente en sécurité dans les deux foyers. La proposition était inattendue mais réfléchie, priorisant le bien-être de Lise sur les griefs personnels ou les conflits passés. Nous comprenons si tu hésites, ajouta rapidement Jessica. Étant donné notre histoire. Mais nous croyons tous les deux que t'avoir impliqué dans ces discussions bénéficierait énormément à Lise. Sa volonté de reconnaître le potentiel de mauvaises interprétations, d'aborder directement mes probables préoccupations, semblait être un autre petit pas vers la reconstruction de la confiance. Je suis disposée à essayer, acceptai-je finalement. Mais je suggérerais de commencer petit, peut-être des réunions mensuelles d'abord pour voir comment ça fonctionne. Le soulagement envahit leurs deux visages. Mensuel, c'est parfait, acquiesça Michel. On pourrait se retrouver au manoir Belle Aurore, en terrain neutre. Et je veux être claire, ajouta Jessica, croisant mon regard directement. Ce n'est pas une tentative de te manipuler ou de reprendre le contrôle. C'est vraiment pour Lise. Si à un moment tu te sens mal à l'aise, on peut réévaluer. Alors que le déjeuner avançait, la conversation dériva vers des sujets pratiques. L'accouchement prochain de Jessica, l'emploi du temps de travail de Michel, les préparatifs pour l'arrivée de Lise. Il y avait une aisance entre eux que je n'avais pas attendue. Pas une réconciliation romantique, mais une relation de coparentalité en développement construite sur le respect mutuel du rôle de l'autre dans la vie de leur fille. En les observant, je sentis un espoir prudent fleurir. Pas pour des retrouvailles de contes de fées, trop de choses s'étaient passées pour cela, mais pour quelque chose de peut-être plus précieux, une famille reconfigurée mais intacte. Des adultes qui avaient affronté des vérités difficiles et choisi d'en grandir plutôt que d'en être détruits. Alors que nous nous préparions à partir, Jessica toucha légèrement mon bras. « Merci de me donner une autre chance », dit-elle doucement. « D'être disposée à travailler avec moi pour le bien de Lise. Je sais que je ne l'ai pas encore mérité, mais j'essaie. Un jour à la fois, lui rappelai-je. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. » En rentrant à pied à travers la lumière dorée de l'après-midi, je pensais au voyage qui nous avait amenés à ce point, de la mort de François et de mon isolement, à travers les tromperies de Jessica et leur dénouement, jusqu'à ce nouveau commencement hésitant centré sur l'avenir plutôt que sur le passé. Le manoir Belle Aurore se dressa devant moi,
son élégance bourgeoise maintenant familière et profondément aimée. Cette maison, autrefois destinée à être un cadeau pour d'autres, était devenue mon sanctuaire, ma force, mon lieu de renouveau. Et maintenant, dans un tournant inattendu que je n'aurais jamais pu prévoir, elle devenait ce que j'avais initialement prévu, un lieu de rassemblement pour une famille trouvant son chemin après une crise. François aurait approuvé, pensais-je en montant les marches de la véranda et en entrant dans le vestibule où la lumière de l'après-midi entrait à travers les vitraux, peignant des motifs arc-en-ciel sur les parquets. Il avait toujours cru aux secondes chances, à la possibilité de rédemption, au pouvoir de l'amour de guérir même les blessures les plus profondes. Dans la pièce de la tourelle, j'ouvris les fenêtres à la douce brise de septembre et m'assis sur la banquette de la fenêtre, regardant le quartier où ma vie avait pris des tournants si inattendus. En dessous dans le jardin, les roses tardives fleurissaient en couleurs vibrantes, me rappelant quelque chose que Grace avait dit lors d'une de nos promenades matinales. Les plus beaux jardins sont ceux qui ont traversé des tempêtes et ont trouvé la force de fleurir quand même. Notre famille avait traversé une tempête importante, et bien que le paysage ait changé de façon irréversible, une nouvelle croissance émergeait de la perturbation, hésitante, fragile, mais vivante de possibilités. Pour l'instant, c'était suffisant. Octobre arriva avec un feuillage brillant et des journées fraîches et claires. Les jardins du manoir Belle Aurore flamboyaient des couleurs de l'automne. Chrysanthèmes en or et bordeaux. Choux d'ornement en violet et blanc. Érables virant au cramoisi contre le ciel bleu profond. La rénovation de l'aile était terminée, transformée en un appartement confortable pour Michel et Lise. Bien que plus petit qu'une maison indépendante, il était joliment aménagé avec tout ce dont ils auraient besoin, une kitchenette bien équipée, un coin salon douillet avec des bibliothèques encastrées, la chambre de Michel avec un bureau attenant, et la chambre d'enfant peinte dans des verts et jaunes doux avec une fresque murale peinte à la main d'animaux de la forêt que j'avais commandée à un artiste local. Michel emménagea au milieu du mois, s'installant dans l'espace avec une satisfaction évidente. « C'est parfait, maman », me dit-il alors que nous déballions ses livres. Juste le bon équilibre entre indépendance et connexion. Nous établîmes des limites claires dès le début. Il avait sa propre entrée. Je frappais toujours avant d'entrer dans son espace. Nous maintenions chacun notre intimité, tout en profitant du confort de la famille à proximité. L'arrangement semblait naturel, respectueux de nos vies séparées tout en reconnaissant notre connexion profonde. Pendant ce temps, les conséquences juridiques des révélations de Jessica se déroulaient. Ses parents, Robert et Elisabeth Dumont, avaient été formellement inculpés d'abus financiers envers personnes âgées en Normandie. Le témoignage de Jessica était central dans l'affaire, un fait qui avait effectivement rompu sa relation avec ses parents. Ils m'ont renié, dit-elle à Michel lors d'une de leurs discussions de coparentalité, qu'il me relaya plus tard. Ils ont dit que j'étais morte pour eux, qu'ils ne me pardonneraient jamais d'avoir trahi la famille. Bien que je ressentisse de la sympathie pour son isolement, surtout pendant la grossesse, je reconnaissais aussi la justice de ses développements. Marguerite Dupont voyait enfin des conséquences pour ceux qui avaient volé sa maison et ses économies. Sa dignité et son indépendance. Marguerite elle-même s'épanouissait aux Chênes. Sa santé s'était améliorée avec des soins appropriés. Son moral remontait par des visites régulières et de nouvelles amitiés. Elle avait même commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque de l'établissement, rangeant des livres et faisant la lecture aux résidents ayant une vision limitée. Je n'aurais jamais pensé avoir un but à nouveau, me dit-elle lors d'un de nos déjeuners hebdomadaires dans la cour des Chênes. Mais me voilà, utile et appréciée. À 82 ans. Jessica rendait visite à Marguerite régulièrement maintenant. Une réconciliation difficile progressant par petits pas prudents. Elle n'était pas encore proche. Trop de blessures restaient. Mais elle construisait quelque chose de nouveau à partir des cendres de leur relation brisée. Elle m'apporte des fleurs chaque semaine, partagea Marguerite. Et des photos de l'échographie du bébé. Elle s'assoit et écoute mes histoires, pose des questions sur ma vie d'avant, avant que tout arrive. Penses-tu que tu pourras un jour lui pardonner complètement ? Demandai-je, curieuse de la perspective de Marguerite en tant que personne plus avancée sur le chemin que j'explorais prudemment avec Jessica. Marguerite considéra la question pensivement. Le pardon n'est pas un moment unique, dit-elle finalement. C'est un processus, un choix que tu fais encore et encore. Certains jours je le ressens plus que d'autres, mais je choisis d'aller vers lui plutôt que de m'en éloigner. Sa sagesse résonna profondément. Le pardon n'était pas une question d'oublier ou d'excuser le mal fait. C'était refuser de laisser les blessures passer déterminer les possibilités futures, créer de l'espace pour une nouvelle croissance, même dans un sol abîmé. Alors que la date d'accouchement de Jessica approchait, notre coopération hésitante fut mise à l'épreuve quand elle appela un soir, sa voix tendue de tension. « Suzanne, j'ai besoin de demander une faveur », commença-t-elle. « Mon médecin veut que je reste alitée les 2 dernières semaines avant l'accouchement.
Ma tension artérielle est élevée et elle s'inquiète d'une prééclampsie. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je, sincèrement préoccupée. Comment puis-je aider? Je n'ai personne d'autre, admit Jessica, la vulnérabilité évidente dans sa voix. Mes parents m'ont coupé. Je n'ai pas d'amis proches ici. Je me demandais si je pouvais rester dans la chambre d'amis au manoir Belle Aurore pendant la période de repos au lit, juste jusqu'à l'arrivée de Lise. La demande me prit au dépourvu. Avoir Jessica chez moi, même temporairement, semblait un pas important que je n'étais pas certaine d'être prête à franchir. Je comprends si c'est trop demandé, ajouta rapidement Jessica, sentant mon hésitation. Je peux essayer d'organiser une aide-soignante à domicile ou quelque chose. Laisse-moi y réfléchir, répondis-je. Et en discuter avec Michel. Cela l'affecte aussi puisqu'il vit ici maintenant. Après avoir raccroché, je cherchais la perspective de Michel. À ma surprise, il soutint l'idée. C'est logique pratiquement, souligna-t-il. On peut tous les deux surveiller son état, s'assurer qu'elle suit les ordres du médecin, et être immédiatement disponible quand elle accouchera. Tu serais à l'aise avec ton ex-femme séjournant ici, avec tout ce qui s'est passé. L'expression de Michel était réfléchie. Je ne dis pas que ça ne sera pas gênant par moment, mais c'est pour Lise maintenant, pour s'assurer qu'elle arrive en sécurité. Les préoccupations médicales de Jessica sont réelles, et elle n'a vraiment personne d'autre. Sa maturité m'impressionna, privilégiant le bien-être de sa fille sur les ressentiments persistants ou le confort personnel. Après mûre réflexion, je rappelai Jessica avec des conditions. Tu peux rester dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée, lui dis-je. Mais j'ai besoin d'une lettre de ton médecin confirmant l'exigence de repos au lit, et nous devrons établir des limites et des attentes claires pendant ton séjour. Bien sûr, accepta immédiatement Jessica. Tout ce dont tu as besoin pour te sentir à l'aise avec cet arrangement. Le lendemain, nous nous rencontrâmes pour discuter des termes spécifiques. Jessica arriva avec la lettre de son médecin et un document surprenant de son cru, un accord écrit qu'elle avait rédigé exposant sa compréhension de l'arrangement temporaire. Je voulais être absolument claire sur les limites et les attentes, expliqua-t-elle en me tendant le document. C'est mon engagement à respecter ta maison, ta vie privée et ta générosité pendant mon séjour. L'accord spécifiait qu'elle confinerait ses activités à la chambre d'amis et à la salle de bain attenante sauf pour les rendez-vous médicaux nécessaires, qu'elle organiserait ses propres repas ou accepterait ce qui lui était offert sans demande spéciale, qu'elle n'inviterait pas de visiteurs sans approbation préalable, et qu'elle partirait promptement une fois autorisée médicalement après la naissance de Lise. La minutie du document, son attention soigneuse aux préoccupations potentielles que je pourrais avoir, suggérait un niveau de réflexion et de respect que je n'avais pas attendu. C'est très complet, reconnus-je. Je veux que ça marche, dit Jessica simplement. Pour le bien de Lise, mais aussi pour te montrer qu'on peut me faire confiance, que je comprends et respecte les limites maintenant. 2 jours plus tard, Jessica emménagea dans la chambre d'amis du manoir Belle Aurore. La situation était indéniablement gênante au début. Michel apportant les bagages de son ex-femme chez sa mère. Jessica s'installant dans un espace qu'elle avait autrefois convoité comme le sien. Nous tous naviguant cette nouvelle dynamique étrange avec une politesse prudente. Mais à mesure que les jours passaient, l'arrangement s'installa dans une routine viable. Jessica restait principalement dans sa chambre, lisant des livres sur la parentalité et le développement de l'enfant, faisant des listes de fournitures pour bébé, et se reposant comme son médecin l'avait ordonné. Je lui apportais ses repas sur un plateau, vérifiais sa tension artérielle avec le moniteur fourni par son médecin, et me retrouvais progressivement engagée dans des conversations de plus en plus confortables. Un soir, alors que je récupérais son plateau du dîner, Jessica désigna la pile de livres sur sa table de nuit. J'ai beaucoup lu sur les schémas familiaux, dit-elle. Sur comment les comportements et les attitudes se transmettent de génération en génération, à moins que quelqu'un ne brise consciemment le cycle. Je m'assis dans la chaise à côté de son lit, intriguée par la direction de ses pensées. Que as-tu appris? Que j'ai fait partie d'un schéma multigénérationnel d'exploitation financière, admit-elle franchement. Mon père l'a fait à ma grand-mère. Son père a apparemment fait des choses similaires à des membres de la famille avant lui. C'était normalisé, présenté comme une gestion financière intelligente plutôt que ce que c'était vraiment, profiter de parents vulnérables. Sa perspicacité sur le dysfonctionnement de sa famille me surprit. Et maintenant? Maintenant je suis déterminée à briser le schéma, dit fermement Jessica. À élever Lise avec des valeurs différentes, l'honnêteté, le respect de l'autonomie des autres, une attention sincère plutôt qu'une exploitation déguisée en préoccupation. Ce ne sera pas facile, l'avertis-je. Surtout quand les schémas sont si profondément enracinés. Je sais, reconnut-elle. C'est pourquoi je continue la thérapie même après la naissance de Lise. Pourquoi j'ai demandé à Michel de me signaler s'il me voit glisser dans mes anciens comportements.
Pourquoi j'ai donné à ma thérapeute la permission de te parler directement, si tu as des inquiétudes sur mes interactions avec toi ou avec Lise. La transparence de cette approche, la volonté d'être tenu responsable par de multiples perspectives, suggérait un engagement au changement qui allait au-delà de simples mots ou d'ajustements temporaires. Alors que la date d'accouchement de Jessica approchait, ses parents firent une dernière tentative pour rétablir le contrôle. Une lettre recommandée arriva au manoir Belle Aurore, adressée à Jessica. Elle l'ouvrit à la table de la cuisine où nous prenions le thé, son expression s'assombrissant en lisant. « C'est de leur avocat », expliqua-t-elle en me tendant la lettre. « Ils menacent de poursuivre pour des droits de visite des grands-parents une fois Lise née, prétendant que je les aliène sans cause, qu'ils ont droit à une relation avec leur petite fille. » La menace juridique était clairement conçue pour intimider Jessica et la forcer à abandonner son témoignage contre eux, pour la forcer à se conformer aux attentes familiales. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demandai-je, curieuse de sa réponse à cette pression. L'expression de Jessica était résolue. « Me battrai. » Leur dossier n'a aucun mérite. Les tribunaux n'accordent généralement des droits de visite aux grands-parents que quand c'est clairement dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Étant donné les accusations criminelles en cours contre eux pour abus de personnes âgées, je ne peux imaginer aucun juge considérant un accès non supervisé à Lise comme étant dans son intérêt. Son analyse était solide. Sa détermination à protéger Lise de l'influence de ses parents inébranlables, malgré la menace juridique. C'était peut-être la preuve la plus forte à ce jour que sa transformation était sincère. Elle était prête à maintenir des limites avec ses parents, même quand cela comportait des coûts personnels et juridiques. La semaine suivante, par un matin de novembre frais, Jessica entra en travail 2 jours avant son déclenchement programmé. Michel la conduisit à l'hôpital, pendant que je suivais dans ma voiture. Nous tous pris dans un étrange mélange d'excitation et d'anxiété. Lise Suzanne Mercier arriva 8 heures plus tard, un bébé parfait de 3,4 kg avec les cheveux sombres de Michel et les traits délicats de Jessica. Quand l'infirmière la plaça dans mes bras pour la première fois, le voyage compliqué qui nous avait amenés à ce moment s'effaça dans l'insignifiance. Elle était là. Elle était en bonne santé. Elle était ma petite fille. Elle est magnifique, murmurai-je, les larmes coulant librement alors que je comptais ses minuscules doigts et orteils. Nous lui avons donné ton prénom comme 2e prénom, expliqua Michel, les yeux humides lui aussi. C'était l'idée de Jessica. Je regardais Jessica, pâle et épuisée dans le lit d'hôpital, mais souriante en nous regardant. Merci, dis-je simplement. Merci à toi, répondit-elle. D'être ici, de me donner une autre chance, de laisser Lise avoir toute sa famille présente pour son arrivée. Dans les jours qui suivirent, alors que Jessica se remettait à l'hôpital et se préparait à retourner dans son propre appartement, je m'émerveillais de jusqu'où nous étions arrivés, des tromperies et manipulations qui avaient caractérisé notre relation initiale. Le voyage n'était pas terminé. La confiance était encore en reconstruction. Les limites encore définies et respectées. Mais nous avions trouvé un chemin vers l'avant qui priorisait le bien-être de Lise sur les griefs passés. Quand Jessica sortit de l'hôpital, Michel l'aida à s'installer dans son appartement, qu'elle avait préparé pour l'arrivée de Lise des mois plus tôt. Fidèle à sa parole, elle avait quitté le manoir Belle Aurore promptement, me remerciant pour le sanctuaire temporaire pendant sa période de repos au lit. Nos réunions familiales commencèrent comme prévu, des rassemblements mensuels où nous discutions de l'emploi du temps, du développement et des besoins de Lise. Ces conversations étaient parfois gênantes, occasionnellement tendues quand les perspectives différaient, mais toujours centrées sur ce qui était le mieux pour Lise plutôt que sur les griefs des adultes ou les luttes de pouvoir. Alors que Noël approchait, apportant avec lui la première saison des fêtes de Lise, j'organisai un dîner au manoir Belle Aurore, un rassemblement qui incluait Michel et Lise, qui vivaient là, Jessica, qui arriva avec des petits pains maison et un sourire reconnaissant, Marguerite, que Michel était allé chercher au chêne, et Grace, qui était devenue comme une famille pour nous tous. Alors que nous nous asseyions autour de la table de la salle à manger, que j'avais allongée à sa pleine longueur pour l'occasion, je regardais les visages rassemblés là, certains liés par le sang, certains par choix, tous connectés par l'amour et l'engagement au bien-être de chacun. Ce n'était pas la famille que j'avais envisagée quand François était vivant, ni celle que j'avais anticipée en achetant le manoir Belle Aurore. Elle était plus désordonnée, plus compliquée, marquée par des blessures passées et une guérison en cours. Mais elle était réelle, authentique, construite sur des vérités difficiles plutôt que sur des tromperies confortables. Après le dîner, alors que nous nous rassemblions dans le salon avec café et dessert, Marguerite leva sa tasse pour un toast. Au nouveau départ, dit-elle, sa voix forte malgré ses années. Et à Suzanne, qui nous a appris à tous ce que signifie vraiment la famille, pas prendre les uns aux autres, mais se soutenir mutuellement, pas la manipulation, mais l'honnêteté, pas le contrôle, mais l'amour. À Suzanne, firent écho les autres en levant leur tasse. Plus tard ce soir-là,
après que les invités furent partis et que Michel eut emmené Lise dans leur appartement pour le coucher, je me tins sur la véranda du manoir Belle Aurore, regardant les flocons de neige commencer à tomber dans la lueur des lumières de Noël que nous avions accrochées le long des avant-toits. La maison bourgeoise se dressait fière contre la nuit d'hiver, ses fenêtres chaudes de lumière dorée, ses pièces remplies de nouveaux souvenirs pour équilibrer les anciens. Ce qui avait commencé comme un cadeau pour d'autres était devenu mon propre sanctuaire, mon lieu de force et de renouveau. Et maintenant, dans un tournant inattendu que je n'aurais jamais pu prévoir, elle devenait ce que j'avais initialement prévu, un lieu de rassemblement pour une famille, un foyer où l'amour avait surmonté la trahison, où la vérité avait conduit à la guérison plutôt qu'à la division. François aurait adoré cette fin à notre histoire, pensais-je en brossant les flocons de neige de mes cheveux alors que je rentrais à l'intérieur. Ou peut-être pas une fin du tout, mais un nouveau début pour moi, pour Michel, pour Lise, même pour Jessica. Une chance de réécrire les vieux schémas, de créer quelque chose de beau à partir de morceaux brisés, de trouver la force dans la vulnérabilité et la croissance à travers la douleur. Alors que la porte du manoir Belle Aurore se refermait derrière moi, je sentis fortement la présence de François, comme s'il se tenait à côté de moi dans le vestibule, sa main chaude sur mon épaule. « Tu as réussi, Suzon », pouvais-je presque l'entendre dire, utilisant le surnom que lui seul m'avait jamais donné. « Tu as trouvé ton chemin. » Et c'était vrai. Nous l'avions tous trouvé. Un jour à la fois, une vérité à la fois, une limite à la fois. Nous avions trouvé notre chemin vers un avenir qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer, mais que nous pouvions tous embrasser. Pas parfait, pas sans défi, mais authentique et vivant de possibilités. Et cela, réalisé-je en montant les escaliers vers la pièce de la tourelle pour regarder la neige tomber sur notre quartier, était le plus grand cadeau de tous. Les mois suivants apportèrent une consolidation de notre nouvelle vie familiale. L'hiver laissa place au printemps, et le printemps à l'été, chaque saison marquant de nouveaux jalons dans la croissance de Lise et dans notre guérison collective. Michel s'épanouissait dans son rôle de père, trouvant un équilibre entre son travail et son temps avec sa fille. Il avait repris confiance en lui, prenant ses propres décisions plutôt que de suivre aveuglément les directives de quelqu'un d'autre. Notre relation père-fils, autrefois compliquée par les manipulations de Jessica, était maintenant plus forte qu'elle ne l'avait jamais été, construite sur l'honnêteté et le respect mutuel. Jessica continuait son chemin de transformation. Elle voyait sa thérapeute régulièrement, travaillant à comprendre et à défaire les schémas dysfonctionnels qu'elle avait hérités de sa famille. Ses visites à Marguerite étaient devenues plus fréquentes et plus chaleureuses, les deux femmes construisant lentement une nouvelle relation basée sur la compréhension plutôt que sur l'exploitation. Le procès de ses parents, en Normandie, suivait son cours. Robert et Élisabeth Dumont avaient finalement plaidé coupables de plusieurs chefs d'accusation d'abus financiers envers personnes âgées, évitant un procès complet mais acceptant des peines incluant des amendes substantielles et une probation. Robert Dumont, le soi-disant conseiller financier, avait vu ses certifications révoquées et faisait face à des accusations supplémentaires dans d'autres affaires que son arrestation avait mises au jour. Justice n'est peut-être pas le mot exact, me dit Marguerite un après-midi, alors que nous discutions des résultats. Ils ne me rendront jamais ma maison, ni les années que j'ai perdues. Mais il y a une certaine paix à savoir que d'autres personnes âgées seront protégées d'eux à l'avenir. Sa perspective était sage, comme toujours. La justice parfaite était impossible, mais la reconnaissance du mal fait et la prévention de dommages futurs avaient leur propre valeur. Pour le premier anniversaire de Lise, nous organisâmes une fête au manoir Belle Aurore. Le jardin d'été était en pleine floraison, offrant un cadre parfait pour la célébration. Michel et Jessica avaient coordonné les préparatifs ensemble, une démonstration de leur coparentalité efficace. Marguerite était présente, plus en forme que je ne l'avais vue depuis des années, entourée d'amis des chaînes qu'elle avait invités. Grace était là aussi, bien sûr, ainsi que d'autres voisins et amis qui étaient devenus partie intégrante de ma nouvelle vie. Alors que je regardais Lise, assise sur les genoux de son père, émerveillée par son premier gâteau d'anniversaire, je fus frappée par la beauté inattendue de ce moment. 1 an plus tôt, je n'aurais jamais imaginé une telle scène, notre famille élargie rassemblée dans la joie, les blessures du passé en voie de guérison, l'avenir lumineux de possibilités. Tu souris, observa Grace en s'approchant de moi avec une coupe de champagne. À quoi penses-tu ? À comment la vie peut surprendre, répondis-je. Il y a 2 ans, j'enterrais François et je pensais que ma vie était finie. Maintenant, regarde tout cela. Grace sourit, son regard balayant le jardin rempli de rires et de conversations. Tu t'es construite une belle vie, Suzanne. Une famille aussi. Pas de la manière conventionnelle, peut-être, mais réelle et significative. Elle avait raison. Ma famille ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé, mais elle était profondément précieuse. Un fils qui avait trouvé son intégrité, une belle-fille en voie de rédemption, une petite fille qui était la lumière de nos vies, une grand-mère adoptive qui nous avait tous enseigné sur le pardon, et des amis qui étaient devenus aussi proches que des parents de sang.
Plus tard cet été-là, Michel vint me voir avec une proposition. Maman, je pense qu'il est temps que je commence à chercher ma propre maison, dit-il un soir alors que nous regardions Lise jouer dans le jardin. L'appartement ici a été parfait, mais je veux construire quelque chose par moi-même, pour Lise et moi. Je ressentis un pincement de tristesse à l'idée de les voir partir, mais aussi une fierté profonde pour l'homme qu'il était devenu. C'est la bonne décision, dis-je. Tu es prêt? Il acquiesça. J'ai économisé suffisamment pour un apport. Je cherche quelque chose de modeste mais convenable, dans un bon quartier avec de bonnes écoles. Rien d'extravagant, juste solide et à ma portée. L'ironie ne m'échappa pas. Il y avait à peine 2 ans, lui et Jessica avaient manigancé pour obtenir un manoir aux frais de quelqu'un d'autre. Maintenant, il était fier de ce qu'il pouvait se permettre par son propre travail. Tu as parcouru un long chemin, Michel, dis-je doucement. Ton père serait fier de toi. Il me serra dans ses bras, un geste qui autrefois semblait gêné entre nous, mais qui était maintenant naturel et chaleureux. Merci, maman. Pour tout. Pour m'avoir donné l'espace de trouver mon chemin, pour m'avoir maintenu à des standards élevés, pour ne pas avoir abandonné. Je n'aurais jamais pu abandonner, répondis-je. Tu es mon fils. Quelques mois plus tard, Michel trouva une petite maison dans un quartier voisin, suffisamment proche pour des visites régulières mais assez loin pour établir son indépendance. L'aile et du manoir Belle Aurore redevint un espace disponible, et je décidai de la convertir ensuite d'invité, prête à accueillir famille et amis chaque fois qu'il voudrait rester. Jessica continua de progresser dans sa transformation. Elle avait trouvé un emploi dans une association locale, utilisant ses compétences organisationnelles pour aider des personnes âgées à naviguer dans les systèmes complexes de santé et de protection sociale, une forme de réparation, peut-être, pour le mal qu'elle avait autrefois causé. Sa relation avec Marguerite s'était réchauffée de façon significative. Elles déjeunaient ensemble régulièrement maintenant, et Marguerite avait commencé à partager des histoires de famille, des souvenirs d'avant que la confiance ne soit brisée. Ce n'était pas un retour au passé, c'était impossible, mais c'était quelque chose de nouveau et de précieux construit sur les ruines de ce qui avait été. Un après-midi d'automne, 2 ans après que j'avais emménagé au manoir Belle Aurore, je me tenais dans la pièce de la tourelle, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. Les arbres du quartier flamboyaient des couleurs de l'automne, et les jardins que j'avais créés avec tant d'amour s'apprêtaient pour l'hiver. Ma vie avait pris des tournants que je n'aurais jamais pu prévoir le jour où j'avais enterré François. La solitude que j'avais en crainte ne s'était pas matérialisée. Au lieu de cela, j'avais trouvé une communauté, une raison d'être, une famille réinventée mais plus forte pour avoir traversé l'épreuve. Le manoir Belle Aurore n'était pas le cadeau que j'avais prévu qu'il soit. Il était devenu quelque chose de bien plus grand, un témoignage de résilience, un symbole de la capacité humaine à se relever après la trahison, à reconstruire après la perte, à trouver de la beauté dans l'inattendu. Tu aurais aimé la façon dont les choses ont tourné, François, murmurai-je à la pièce vide, sentant sa présence comme toujours dans les moments calmes. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est bien. C'est vraiment bien. La sonnerie de la porte me tira de ma rêverie. À travers l'interphone, je vis Grâce sur la véranda, portant ce qui ressemblait à une tarte fraîchement sortie du four. « J'espère que je ne dérange pas, dit-elle quand j'ouvris la porte. Je viens de faire une tarte aux pommes et j'en ai fait une en trop. Tu veux partager un morceau et un thé? Entre, lui dis-je en souriant. Le thé est déjà prêt. Alors que nous nous installions dans la cuisine, Grâce regarda autour d'elle avec une approbation évidente. Cette maison te va bien, Suzanne. Tu t'y es vraiment épanouie. C'est marrant, répondis-je en servant le thé. Je l'ai acheté comme cadeau pour quelqu'un d'autre, et elle a fini par être le plus grand cadeau que je me sois jamais fait. Parfois les meilleures choses dans la vie sont celles qu'on ne planifie pas, observa Grâce. Les détours qui deviennent la route principale. Elle avait raison, comme toujours. Ma vie avait pris un détour que je n'avais jamais anticipé, mais ce détour m'avait mené exactement là où j'avais besoin d'être. Indépendante mais connectée. Seule mais jamais solitaire. En deuil mais pleine de vie et d'espoir. Alors que nous bavardions de jardins et de livres, de petits-enfants et de projets d'avenir, je réalisais que c'était cela, le bonheur. Pas un grand moment d'épiphanie, mais une accumulation de petits moments de connexion, de paix et de contentement. François n'était plus là pour partager ces moments, mais son amour m'avait donné les fondations pour les construire. La maison qu'il m'avait aidé à avoir les moyens d'acheter était devenue le lieu où je trouvais mon nouveau moi. Les valeurs qu'il m'avait enseignées, l'honnêteté, l'intégrité, la compassion, m'avaient guidé à travers la tempête. Et maintenant, alors que le soleil se couchait sur le manoir Belle Aurore, projetant sa lumière dorée à travers les fenêtres de ma cuisine, je savais avec certitude que j'avais trouvé ma voie. Pas celle que j'avais prévue, mais celle qui m'était destinée. Une voie de résilience, de renouveau et d'amour retrouvé. C'était,
réalisai-je en levant ma tasse de thé dans un toast silencieux à François et à l'avenir, le plus beau des nouveaux départs. Les semaines qui suivirent apportèrent leur lot de petites joies quotidiennes. Je continuai mes visites régulières à Marguerite, qui devenait de jour en jour plus vivante et engagée dans sa communauté aux Chênes. Elle avait même commencé un groupe de lecture avec d'autres résidents, partageant sa passion pour la littérature qu'elle avait cultivée toute sa vie. « Tu sais, Suzanne, me dit-elle un après-midi alors que nous marchions lentement dans le jardin de l'établissement, je crois que ces 2 dernières années ont été parmi les meilleures de ma vie, malgré tout ce qui s'est passé. Comment est-ce possible, lui demandai-je, intriguée par sa perspective. Parce que j'ai enfin trouvé la liberté, répondit-elle en s'arrêtant pour admirer un massif de roses tardives. Pas seulement la liberté physique d'être dans un endroit où je suis respectée, mais la liberté intérieure de ne plus porter le poids des secrets et des mensonges. Quand Jessica et ses parents m'ont dépouillée, ils m'ont pris mes biens matériels. Mais en venant ici, en te rencontrant, en reconstruisant ma relation avec Jessica sur des bases honnêtes, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Sa sagesse me toucha profondément. Marguerite avait traversé l'épreuve la plus difficile et en était ressortie non pas amère ou brisée, mais transformée et sereine. C'était une leçon que je portais avec moi chaque jour. L'hiver suivant fut particulièrement doux, avec peu de neige mais beaucoup de moments chaleureux partagés en famille. Lise grandissait rapidement, développant une personnalité vive et curieuse qui nous ravissait tous. Elle avait commencé à marcher et à prononcer ses premiers mots, et chaque nouvelle étape était célébrée avec le même émerveillement. Michel venait me rendre visite presque quotidiennement, parfois avec Lise, parfois seule pour un café et une conversation. Notre relation avait atteint une profondeur que je n'aurais jamais cru possible après les événements qui nous avaient séparés. Il avait appris de ses erreurs, avait grandi en tant qu'homme et en tant que père, et notre connexion était maintenant ancrée dans une compréhension mutuelle forgée par l'adversité. Jessica aussi continuait son évolution. Elle avait été promue dans son association et dirigeait maintenant un programme d'aide aux personnes âgées victimes d'abus financiers, utilisant sa connaissance intime du sujet pour aider d'autres familles à naviguer ces eaux troubles. L'ironie n'était pas perdue sur nous, mais Jessica y voyait une forme de réparation, une façon de transformer son passé douloureux en quelque chose de positif. Un printemps, environ 3 ans après que j'avais emménagé au manoir Belle Aurore, Jessica me demanda de déjeuner seule avec elle. Elle avait quelque chose d'important à me dire, dit-elle, et préférait que ce soit en privé. Nous nous retrouvâmes dans un petit restaurant du centre-ville, un endroit neutre où nous pourrions parler sans interruption. Jessica avait l'air nerveux, ce qui était inhabituel pour elle ces jours-ci. « Suzanne, commença-t-elle après que nous ayons commandé, je voulais te remercier. Pour tout. Pour m'avoir donné une chance quand je ne la méritais pas, pour avoir été si présente pour Lise, pour ne pas avoir laissé mes erreurs passer définir notre relation pour toujours. » Je l'écoutais, touchée par la sincérité de ses mots. Ce n'était pas facile, admis-je. Il y a eu des moments où je me demandais si je faisais la bonne chose en te laissant dans nos vies. Mais regarder Lise grandir entourée d'amour de tous ses grands-parents, te voir vraiment changer, ça valait le risque. Jessica acquiesça, les yeux brillants de larmes retenues. « Il y a autre chose que je voulais te dire, » continua-t-elle. « J'ai rencontré quelqu'un. Un homme bon, honnête. Il sait tout de mon passé, de ce que j'ai fait, et il m'accepte quand même. On se fréquente depuis 6 mois, et je pense que c'est sérieux. » La nouvelle me surprit agréablement. « Je suis heureuse pour toi, Jessica. Tu mérites d'être heureuse. Il s'appelle Antoine, dit-elle avec un sourire timide. C'est un enseignant, il travaille avec des enfants en difficulté. Il m'a aidé à voir que mon passé ne doit pas définir mon avenir, que les erreurs peuvent être des tremplins vers quelque chose de mieux si on est prêt à faire le travail. » Elle fit une pause, rassemblant son courage. « J'aimerais te le présenter, si tu es d'accord. Et à Marguerite aussi. Il est important pour moi que les gens que j'aime le connaissent. » Le fait qu'elle me considère parmi les gens qu'elle aimait était en soi une transformation remarquable. « Bien sûr, » lui dis-je. « J'aimerais beaucoup le rencontrer. » La rencontre eut lieu quelques semaines plus tard, lors d'un barbecue que j'organisais dans le jardin du manoir Belle Aurore. Antoine se révéla être tout ce que Jessica avait décrit, un homme calme et réfléchi avec des yeux bienveillants et un rire facile. Il était attentionné avec Lise, respectueux envers Marguerite, et clairement épris de Jessica. « Vous avez une famille remarquable, » me dit-il alors que nous regardions Lise jouer avec des bulles de savon sous la supervision de Michel. « Jessica m'a raconté ce que vous avez tous traversé. Le chemin que vous avez parcouru ensemble est vraiment inspirant. Ce n'était pas toujours évident, admis-je. Il y a eu des moments où j'aurais pu choisir la colère et la séparation. Mais quelque chose m'a poussé à garder la porte ouverte, à croire que les gens pouvaient changer. » Antoine acquiesça pensivement. « C'est une leçon que j'essaie d'enseigner aux enfants avec lesquels je travaille. Que nos erreurs ne nous définissent pas,
que chaque jour est une nouvelle chance de faire mieux. Je comprenais pourquoi Jessica était tombée amoureuse de cet homme. Il avait la même philosophie qu'elle essayait maintenant de vivre, la croyance que la rédemption était possible pour ceux qui étaient prêts à faire le travail nécessaire. L'été céda la place à l'automne, puis à l'hiver, et le cycle des saisons continua à tourner autour du manoir Belle Aurore. Chaque saison apportait ses propres joies et défis, mais à travers tout cela, notre famille restait unie, pas par le sang ou le devoir, mais par le choix quotidien de s'aimer et de se soutenir mutuellement. Marguerite célébra son 85e anniversaire entourée de toute notre famille élargie. Elle était plus fragile physiquement, mais son esprit restait vif et son cœur généreux. Ce jour-là, elle me prit à part pendant un moment tranquille. « Suzanne, murmura-t-elle, je veux que tu saches quelque chose. Quand je t'ai rencontrée ce jour-là dans ton salon, quand je t'ai averti au sujet de Jessica, je n'aurais jamais imaginé que les choses tourneraient comme ça. Je pensais que je venais juste te sauver d'un destin similaire au mien. Mais tu as fait tellement plus que simplement échapper à leur machination. Tu as transformé toute notre histoire. » Je serrai sa main, ému par ces mots. On l'a fait ensemble, Marguerite. Toi, moi, Michel, même Jessica à sa façon. On a tous contribué à reconstruire quelque chose de beau à partir des décombres. Elle sourit, ce sourire sage et bienveillant qui était devenu si précieux pour moi. C'est vrai, dit-elle. Et c'est peut-être la plus belle leçon de toutes. Que même les situations les plus brisées peuvent être transformées quand on y met de l'amour, de la patience et de la volonté de pardonner. Cette nuit-là, après que tous les invités furent partis et que le calme fut revenu au manoir Belle Aurore, je montai une dernière fois dans la pièce de la tourelle. La lune était pleine, baignant le jardin d'une lumière argentée, et les premières gelées de l'automne avaient déposé une fine couche de givre sur les feuilles tombées. Je pensais à François, comme je le faisais souvent dans ces moments de tranquillité. Il aurait adoré voir ce que notre famille était devenue, comment nous avions navigué à travers les tempêtes pour émerger plus forts et plus unis que jamais. Il aurait adoré Lise, aurait joué avec elle pendant des heures, lui aurait raconté des histoires et appris des chansons. Mais même s'il n'était pas là physiquement, je sentais que son esprit imprégnait tout ce que nous avions construit. Ses valeurs, son amour, sa foi inébranlable dans le pouvoir de la bonté humaine, tout cela vivait en nous et guidait nos choix quotidiens. « Merci, François, murmurai-je à la nuit silencieuse. Pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu m'as appris. J'espère que tu es fier de ce que je suis devenue. » La brise nocturne agita doucement les rideaux, comme une réponse silencieuse à mes mots. Et alors que je quittais la pièce de la tourelle pour descendre vers mon lit, je savais avec une certitude absolue que j'avais trouvé ma paix. Pas une paix sans défi ni sans chagrin, mais une paix profonde et durable qui venait de savoir exactement qui j'étais et ce qui comptait vraiment dans ma vie. Le manoir Belle Aurore se dressait solide et accueillant autour de moi, ses murs témoins de tant de transformations, son cœur battant au rythme de l'amour et de l'espoir qui l'habitait. C'était ma maison, mon sanctuaire, mon témoignage vivant du fait que les fins les plus sombres peuvent donner naissance aux plus beaux commencements. Et c'était, après tout, exactement ce que j'avais toujours espéré qu'il serait, un lieu où l'amour triomphait, où la vérité guérissait, et où chaque nouveau jour apportait la promesse d'une aurore nouvelle et lumineuse.